Les 7 mercenaires, ça va? Oui. Tout va bien, je suis content de vous voir. C'est que ce soir, on reçoit Roselyne Bachelot. Alors, intouchable, vous la croisez tous les matins sur La République On LCI. s'amuse tous les matins. Oui, surtout. je vois, c'est très bien. Est-ce qu'elle vous a parlé de sa venue dans l'émission? Alors, elle est restée très très discrète. Elle n'a pas osé me demander si on allait la martyriser. Et je ne lui aurais pas dit qu'évidemment on allait la martyriser. Ah oui, ça, elle vous a dit du bien, il y a des chroniqueurs qu'elle déteste. Alors, en fait, elle m'a dit beaucoup de mal d'à peu près tout le monde, mais je répéterai pas. Ouais, Absatou, vous la connaissez, vous avez bossé avec elle, vous, dans j'ai salon bossé. de coiffure, comment ça s'appelait votre... Ça suffit, oui, c'était une émission de femmes. On commence pas la misogynie. Ça s'appelait Le Grand 8. Ah oui, voilà, mais j'appelle c'était ça une salon de émission coiffure. Ah oui. extraordinaire. Il est Ça ne odieux, s'appelle il pas un est salon de odieux. coiffure. 8, c'était Mais- le nombre de téléspectateurs. C'est pour bien ça qu'elle a tout été supprimée. Et je crois que c'était... Attends, Ivan, il plaisante, je te réponds. C'était au moins autant que dans tes spectacles. On voit ça dans ta gueule. Ça s'est bien passé avec Roselyne à Écoute, l'époque. moi, c'est une femme que j'aime d'amour. C'est Ouais. une merveilleuse rencontre. Ouais. C'est une femme travailleuse et c'est un exemple du féminisme comme je l'aime, voilà, et d'engagement. Vous n'avez pas une anecdote un peu salope à raconter sur elle, non? Un truc, J'en ai- un truc qui la détruise avant qu'elle arrive. J'en ai surtout sur vous, Thierry. Ah non, mais... Alors, on s'arrête tout de suite. On commence avec les unes de la semaine. Alors, on commence avec vous. Bah oui, Quelle est votre une cette semaine? moi, je pense que ma une, c'est la une de la semaine des Français. On n'a parlé que de ça. C'est quand même le feuilleton Johnny Hallyday. Allumer le fiel, c'est Allumer bien. le fiel, c'est quand même pas mal. Donc, pour rappeler brièvement les faits pour ceux qui n'étaient pas au courant, Ouais. voilà, on a appris cette semaine, via les avocats de Laura Smet, que On l'a appris, on l'ensemble le savait. du patrimoine de Johnny et les droits d'artiste seraient exclusivement transmis à la Tchatcha, uniquement pour elle. Donc rien, Wellou pour Laura Smet, ni David Hallyday, qui conteste évidemment ce testament. C'est important de préciser quand même que Laura Smet a quand même un prénom prémonitoire, parce qu'elle n'aura rien du tout, ni même une moto, ni même les paroles de la chanson Laura ne lui reviendront pas. Même pas un tire-bouchon. Rien du tout. Ni Ce qui est grippe. fou, c'est Rien. qu'en une semaine, Laetitia Hallyday est devenue la veuve noire manipulatrice Yoko des Ono. médias. Ouais, absolument, des médias. Libé a titré Laetitia Ange ou démon. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que des internautes ont carrément changé la page Wikipédia de Laetitia Hallyday en ajoutant femme vénale dans la biographie. Ah ouais. Donc ça va vraiment loin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose qui m'agace, c'est que Laura Smet s'en prend plein la gueule, Laetitia aussi, mais on oublie une personne quand même, c'est Johnny Hallyday, il reste Qu'est-ce qu'il a dit? intouchable. Qu'est-ce qu'il a dit à Il ce reste propos? Je sais pas, il a rien dit. Ouais, Il a rien non, mais dit. non, mais il reste intouchable. On se pose pas la question, peut-être que c'est vraiment le désir de Johnny de Non, déshériter personne ses ne peut enfants. croire ça, excusez-moi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il peut être l'idole des jeunes, mais on n'arrive pas à accepter qu'il ait pu déshériter comme une partie de ses deux Si les enfants. journalistes n'étaient pas amnésiques, ils se souviendraient que quand Laetitia Hallyday a commencé son aventure amoureuse avec Johnny, il y avait le père, Monsieur Boudou, qui était là. Oui, et la qui grand-mère était- en parle, et la la grand-mère. grand-mère. Oui, mais Et ça, on en parle. à l'époque, comme ça je voyais un peu trop, ils ont dit à Boudou, le père, qui est un patron de boîte de nuit, hein, ils lui ont dit calme-toi, va un peu sur le côté. Ouais. Donc, et les journalistes français, je sais pas ce qu'ils font. Oui, mais en tout cas, moi, je suis pas journaliste. en tout cas, cette affaire- Je ne suis pas journaliste. Cela ne nous regarde pas. Oui, mais non, tout nous mais- regarde. En tout cas, cette affaire aura fait une chose, elle aura divisé la France en deux. Il y a d'un côté la team Laura et de l'autre côté la team La Tchatcha. D'ailleurs, j'ai envie de faire un petit sondage. Qui est team Laura? Levez la main. Moi, je suis Laura, moi. Ah ouais, Laura, team Laura. Moi, je suis David. Moi, je suis Ouais, team Laura et Laura, David, je suis quoi. David. Et team La Tchatcha. Moi, je suis Charlie, moi. Mais ce qui est incroyable avec cette chanson, tu vois. Moi, ce qui m'a marqué avec cette chanson, c'est une chanson pour sa fille, super personnelle, mais qui a été écrite par Jean-Jacques Goldman. Bah oui. Donc il y a un truc un peu étrange C'est ça. de Alors, chanter. j'ai une autre chanson. J'ai une Allez. autre chanson. La queue le. Non, c'est pour David. Chanson de Sylvie Vartan, faite à l'occasion de la naissance de son fils David. Bien. Alors maintenant, on passe à un sujet beaucoup plus sérieux avec vous, Gilles-William Goldnadel. C'est qu'ils ont libéré Jawad. Ben oui, mais monsieur Ben Daoud, Ouais. Jawad pour les intimes, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris qui Ouais. a considéré qu'il n'y avait pas de preuves formelles qu'il connaissait
le passé terroriste de ces locataires précaires. Ben voilà. Alors Thierry, je pense que vous me croirez sur parole pour vous dire que cette personne qui a découpé au hachoir de manière menue son meilleur ami et qui a applaudi les massacres de Mohamed Merah ne m'inspire qu'une sympathie très limitée. Ceci posé, moi, je n'aime pas en matière judiciaire les causes entendues. Ouais. Il n'y a pas de cause entendue. preuve. Ben oui. Quand ça ne tient pas, ça ne tient pas. Vous ayant dit cela, une nouvelle fois, je ne cesse de vous dire ici, et je n'ai pas beaucoup de plaisir à vous le dire, une fois de plus, on constate l'invraisemblable dysfonctionnement judiciaire. Ouais. Voilà un type, pour avoir haché menu son copain, il avait été condamné à 8 ans. C'est On lui pas a fait beaucoup. pour le même prix, c'est pas cher, hein. Moi Non. c'est ce qu'on met à mes délinquants col blanc. Hein. On lui a fait pour le même prix une réduction de peine. Il sort. À partir de 2013, le type, il a eu 13 condamnations. 13 condamnations, pas rien. Hein. Violence conjugale, violence en bande, port d'armes prohibé, mais d'une manière totalement platonique. Donc on est dans une situation où, quand ça tient, il ne fait pas de tôle. Ouais. Quand ça ne tient pas, il ne fait pas de tôle. Ce Jawad, il a quand même dit pendant l'audience, moi j'étais en train de monter un gros deal de coke. Oui, alors cela étant, la presse très intelligente s'est foutue de sa gueule. Mais c'était très rusé de sa part. Bien sûr, bah oui. Il expliquait, moi, écoutez les enfants, je suis dans la droguiste, coke. je suis droguiste diplômé, Ouais. mais je ne suis pas terroriste. Voilà. Et ça a marché. Voilà. Absolument. Donc c'est une gouape, c'est une petite frappe, mais une fois de plus, Malin. la justice, c'est plus farce que attrape. Maintenant, Voilà. il va faire du stand-up. Oui. Quelle est votre une, ma petite Natacha? Je voulais vous parler du rapport de Cédric Villani sur l'enseignement des mathématiques. Pourquoi? Parce que ce rapport a été un petit peu pris de haut. Certains ont dit « Oh là là, mais il n'y a rien de spectaculaire, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle, de trucs... voilà. » Tout simplement parce que c'est un rapport qui explique que pour apprendre à compter, il faut, dès le plus jeune âge, manipuler des objets, peser des objets avec une bonne vieille balance, enfin des choses qui marchent. Donc là, on a peut-être l'espoir qu'enfin, on apprenne à compter aux enfants. Or, aujourd'hui, on est dans une situation dramatique, c'est-à-dire que les résultats des enquêtes internationales prouvent que non seulement on est les plus mauvais en Europe, mais en plus, évidemment, ça touche d'abord les enfants de milieux défavorisés. Pourquoi? Parce que quand l'école n'apprend plus rien, il y a ceux qui sont d'une famille aisée, il y en a de moins en moins, mais ils s'en sortent. Dans les bonnes écoles, Toutes oui. les classes moyennes et tous les enfants de milieux défavorisés s'effondrent. Et ce qui me rend dingue, c'est que face à ce rapport et face au projet actuel sur le bac, j'entends certaines bonnes âmes dire « Oui, mais attention, il ne faudrait pas que les épreuves soient discriminantes. » Oui. Voilà, parce que le plus grave, ce serait que ce soit discriminant. Voilà. Alors moi, je pense que ne rien apprendre aux enfants sous prétexte qu'on part du principe que les enfants de milieux défavorisés sont plus cons et que donc ils n'apprendront pas les maths, ils n'apprendront pas la syntaxe, ils n'apprendront pas les humanités classiques, ça, c'est de la discrimination. Ça s'appelle Voilà. l'égalitarisme. Et c'est un... L'égalité, c'est bien. L'égalitarisme, c'est pas bien. Voilà. Absatou, alors votre une de la semaine. Ma une de la semaine, alors vous allez dire que je parle souvent des migrants, Bah oui. mais je vais en parler encore. Bah, parce c'est pas que grave. je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père, qui a tout quitté pour essayer d'avoir un avenir meilleur. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mes oncles, aux gens des pays voisins également, qui partaient parce qu'ils étaient dans une détresse et qu'ils avaient besoin d'aller vers autre chose, vers cet Eldorado qu'était l'Europe. Et quand je pense aux migrants, je pense aussi à tous ces pays qui, eux, sont en guerre, où ils n'ont pas d'autre choix que de fuir. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a annoncé mercredi le lancement d'un programme qui est destiné à imposer à près de 40 000 migrants un choix. Et ce choix, c'est l'expulsion ou la prison. Ah ouais. Donc c'est un choix qui est relativement difficile, mais à la limite, c'est un prétexte pour encore une fois parler de ces migrants, parce que je voudrais rappeler à ces gens qui les méprisent, qui les rejettent, à toutes ces horreurs que je lis sur Internet. Et tous ces gens qui rejettent ces personnes oublient que ce sont des êtres humains qui pourraient être effectivement des membres de nos familles ou nos voisins. Et j'ai envie de rappeler leur détresse parce que ces gens qui partent, quand on est capable de prendre son enfant, de le mettre dans des trucs qui, soi-disant, vont les transporter vers le bonheur, vers autre chose que la misère, qu'on ramasse des corps comme ça d'enfants, qu'on ramasse des corps de femmes, qu'on ramasse des corps de femmes enceintes, qu'on ramasse des corps de pères qui ont décidé de mettre toute leur famille dans un bateau pour essayer d'offrir un avenir meilleur. Je ne peux plus lire ces dégueulasseries. Et je me dis une chose, c'est que ces migrants, ils ne seront jamais en paix, ni chez eux,
ni ailleurs, et qui sont destinés à être toujours condamnés. Dire que ces migrants, c'est un peuple errant, et on comprend mal comment Israël peut les traiter comme ça. Ben oui, parce que quand tu connais l'histoire d'Israël, quand tu connais tout ça, c'est compliqué. Puisque tu me demandes mon avis. Bah oui, puisque... Thierry, on ne peut pas traiter de manière démagogique la question des migrants, puisqu'il n'est pas question ni que la France, ni qu'Israël, ni qu'aucun pays au monde ne puisse sans aucune limite accueillir tous les migrants, surtout lorsqu'ils ne sont pas réfugiés, mais uniquement demandeurs économiques. Je dis simplement à Psatou que les migrants en question veulent entrer en Israël parce que lorsqu'ils ont tenté de rentrer en Égypte, pays musulmans de langue arabe, on leur a tiré dessus. Il y a eu plus d'une centaine de migrants tués par les Égyptiens, pas de une pour cela. Je dis simplement à Psatou qu'il y a quand même une différence de traitement entre proposer aux migrants avec de l'argent de partir sains et saufs que de les tirer comme des lapins. Je parle d'Israël, comme j'aurais pu parler d'un autre pays, comme je parle de la France qui dit on reçoit trop de migrants alors que l'Allemagne à côté reçoit... En France, les migrants, ils ne veulent pas venir. Ils sont tellement bien reçus qu'ils veulent aller en Grande-Bretagne. Ils veulent aller en Grande-Bretagne. Non, mais bon, la France reçoit 250 000 migrants contre 680 000 en Allemagne. C'est ce que je dis, ils veulent pas venir. Non, je note quand même qu'il y a eu des grandes manifestations en Israël, des manifestations populaires pour dénoncer la politique de Netanyahou, qui se targue d'avoir déjà expulsé 20 000 personnes et qui veut en expulser 40 000 autres. Et un des arguments des manifestants, c'est de dire qu'il y a un sous-titrage un peu raciste, en fait, dans cette affaire. Parce qu'Israël est un pays de grande immigration, en réalité. Il y a énormément d'immigration, par définition, puisqu'on organise l'Alia. Et l'Alia, vous avez des Biélorusses, des Lituaniens qui arrivent, qui ne parlent même pas hébreu. Et côté africain, il y avait une tradition d'immigration des falachas. Puisqu'il y a un peuple juif d'Éthiopie. Et là, vous avez dans ces prisons et parmi les réfugiés concernés, il y a des Érythréens, il y a des Éthiopiens. Donc, vous voyez, il y a une situation, en fait, au final, c'est ça que dénoncent les manifestants. Ils disent comment ça se fait que quand ils sont noirs, ils sont africains, on ne les reçoit pas, alors que c'est une tradition judaïque. Et là, on dit, non, eux, les Noirs, on n'en veut pas. Les Lituaniens, il n'y a pas de souci. Les Russes, il n'y a pas de souci. Mais non, mais je l'énonce. Je dis que parmi les Israéliens qui manifestent, c'est l'argument le plus incompréhensible du monde, Raquel. Puisque justement, Israël va recevoir encore plus de 1000 Juifs noirs et sans aucun problème d'Éthiopie, et pourtant ils sont noirs. Donc ce n'est pas un problème anti-noir. Il se trouve que ceux-là, ils sont accueillis et ils ne forcent pas l'entrée d'un pays souverain. Permettez-moi de vous dire... Oui, mais tu ne veux pas l'entendre, mais je le dirais quand même, parce que je ne passe pas par Absatoussi pour dire ce que je pense. Parce qu'ils sont juifs, ils ont le droit de... Non, je dis simplement que l'argument, c'est de dire parce que ces gens-là sont noirs. Je suis en train d'expliquer que des milliers de noirs sont accueillis en Israël. C'est très clair. Natacha? Il y a eu, il y a quelque temps, un homme politique qui a dit que tout départ était une déchirure et qu'il était bon d'aider les gens à vivre correctement dans le pays qui les avait vus naître. C'est un certain Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'était pas complètement idiot. On va rester là-dessus parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas n'importe qui, hein, attention. Alors, attention, alors Franck, c'est quoi votre une? C'est Michel Déon. Ah oui, Michel Déon. Michel Déon, grand auteur. C'est un grand écrivain français, très très grand écrivain, qui a écrit des chefs-d'œuvre, hein, on peut dire ça comme ça. Les Poneys sauvages, La montée du soir, Taxi Mauve, etc. Il est mort à la fin de l'année dernière et il a émis le souhait d'être enterré à Paris. Petit problème. La mairie de Paris dit non, il ne remplit pas les conditions. Les conditions, c'est la famille doit avoir un caveau sur place, il faut être né sur place, mort sur place, etc. Enfin bref, il ne remplit pas toutes les conditions requises. Ça, on voit très bien que ce sont des arguments. C'est idéologique, ça. C'est idéologique. Je vais vous dire, d'autant plus, c'est idéologique. Bon, c'est l'espèce de... oui, disons comme ça, adjointe, chargée de la biodiversité. C'est la coterie de la mairie de Paris. Des verts, des espaces verts et des choses funéraires, a dit non, c'est impossible, on ne peut pas parce que tout le monde doit être égal. Sauf que le mec, c'est Michel Déon. Tartufferie, fadaise, mensonge. Cette dame oublie une chose, c'est que 2 écrivains ont récemment été acceptés alors qu'ils étaient jamais nés en France, ils n'avaient jamais vécu, enfin un peu en France, mais très peu. C'était qui? C'était Carlos Fuentes. Ah oui. Ouais, bon écrivain d'ailleurs, très bon écrivain, de gauche, mais de gauche. Susan Sontag, l'américaine, très bon écrivain, de gauche également. Le problème de Michel Déon,
c'est que c'était un type qui avait été effectivement à l'Action française autrefois. Il était à Lyon à l'époque où l'Action française était repliée à Lyon. Il a collaboré à l'Action française à Lyon. Oui, mais il n'a pas été collabo du tout. C'est quelqu'un qui était, comment dire... Je le connaissais, moi, Déon. Il se passionnait pour la Grèce, pour des tas de choses. C'était un esprit très ouvert et critique. Comme petit écrivain, moi, quand j'ai commencé, on envoyait nos livres à Michel Déon. Il écrivait de longues lettres qui étaient critiques, etc. À chaque fois, je les ai toutes conservées. C'était une merveille d'homme, une belle personne. Bon, il n'a pas le droit parce qu'il est réputé de droite, ce qui n'est même pas vrai. Au fil des ans, il avait mis de plus en plus d'eau dans son whisky. Voilà. Alors moi, je vais juste conclure. C'est Marquis de Sade. Il disait « La tolérance, c'est la vertu des faibles ». Hein je vais vous dire, moi, l'intolérance, c'est le grand défaut des cons. Bravo! Alors là, on est d'accord. Raquel Garrido, est-ce que vous avez une belle idée de gauche à nous expliquer, là? L'oligarchie se porte bien ces jours-ci à Paris, vu que Apple attaque en justice une petite association française, Attaque France. Attaque, c'est la petite association qui lutte contre l'évasion fiscale, qui fait de la pédagogie en matière économique. Pourquoi? Parce qu'Attaque a mené des campagnes devant les magasins en décembre en dénonçant l'évasion fiscale. Mais l'évasion fiscale qui est probablement le plus grand fléau de la politique française et mondiale. On estime que c'est 80 milliards d'euros qui échappent à l'impôt français. Enfin, tous les problèmes économiques, à chaque fois qu'on dit quelque chose c'est trop cher, on pourrait le payer si l'évasion fiscale n'existait pas. Bref, donc on a là des lanceurs d'alerte, des citoyens engagés, ils font ça bénévolement, personne ne les oblige à passer leur week-end à aller devant la devanture de Apple, mais ils le font parce que c'est important pour nous tous. Alors, Apple, ils réagissent comment? Eh bien, ils les attaquent en justice. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont le temps et l'argent. Parce qu'évidemment, s'ils noient l'association dans des procédures, là, en l'occurrence, Apple demande 150 000 € à cette petite association devant le tribunal à Paris dans une procédure de référé. Donc tout ça, ça va traîner. C'est ce qu'on appelle les bâillons, le bâillon judiciaire. C'est proprement dégueulasse et ça implique premièrement notre solidarité à tous. Il y a une pétition en ligne, je vous invite à aller la signer. Et il faut aussi obtenir des règles, je pense, de protection des lanceurs d'alerte d'une manière générale, parce que là, c'est pas possible. Clairement, il y a un côté qui défend l'intérêt général citoyen et l'autre qui défend l'oligarchie, les intérêts privés. Et mince, comment on va pas mettre l'État et la justice au service de ces gens-là? L'évasion fiscale. Oui. Et si nos gouvernements réfléchissaient la fiscalité en se disant qu'on va faire en sorte que ces Apple, Amazon et autres payent leurs impôts comme toutes les petites boîtes qui crèvent à la fin du mois parce qu'elles n'arrivent pas à payer leurs factures, et ben là, ça serait une bonne initiative. Donc ce qu'ils devraient faire, c'est cette association, ça allait manifester devant le ministère de... Tout à fait. Ils le font aussi. Je suis d'accord avec vous. Ils le font aussi, mais ils ne pourront pas le faire. Le gouvernement français n'est pas assez puissant pour se faire payer, bah, tant pis pour eux. Après tout, on est des esclaves de Apple, c'est tout. Voilà. Dernière une, monsieur Madénian. Madénian. Ouais, voilà. Alors d'habitude, j'ai une blague, mais là, non, ça fait juste plaisir. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Juste ça. C'est bien de le rappeler. Voilà, c'était l'une de la semaine. Et maintenant, mesdames, messieurs, j'accueille notre invité fil rouge. C'est l'ancienne ministre qui anime La République LCI, aux côtés de Julien Arnaud et Natacha Polony, tous les matins de 9h à midi sur LCI. C'est Roselyne Bachelot. Ah, je disais à Roselyne, c'est vrai que moi, vous m'avez fait découvrir Verdi d'une certaine façon. Maintenant, je me retrouve en train d'écouter le prélude de la Traviata le samedi matin. Ah, c'est bon. Hein. Je ne me reconnais pas. Et un petit coup de Rigoletto, c'est bien aussi. Ouais, très bien. Ça va, Roselyne? Ça va. Alors, on va commencer avec un quiz sur vous. Oh là. Donc là, vous ne... Je bouge pas. Ah non, bougez pas. Vous dites simplement si la réponse est bonne ou mauvaise. On y va. C'est le bio-quiz de l'invité. Comment le père de Roselyne la surnommait-elle quand elle était enfant? Roro, Mimine, Mougli, Bouclette ou Grande Gueule? Mimine. Mougli. Grande Gueule. C'est Mougli. Comment tu sais? Comment tu sais ça? Ben, alors pourquoi? Parce que vous avez une tête à vous appeler Mougli. Mais non, mais je trouvais ça... C'est vrai que la politique est une jungle. Hein. Mais non, je trouvais ça original. Je me suis dit, tiens, votre père était un mec bien. Ouais. Bah oui, c'est pas mal, Narquin, c'est un mec bien. Ouais. Alors, quelle anecdote d'enfance concernant Roselyne Bachelot est vraie?
Elle a joué du piano devant le président Eisenhower. Le général de Gaulle lui a tapoté la joue. Tante Yvonne lui a changé sa couche. Ou elle a joué au tennis. De Gaulle. Avec De Gaulle lui a Pompidou. tapoté la joue. De Gaulle, d'accord. Ah oui. Il m'a pas tapoté la joue, il m'a embrassé. Eh bien, C'est encore mieux. Alors la réponse est mauvaise. et vous aviez quoi, 9 mois 9 quand même. mois. C'est Vous bien. avez, vous avez porté plainte? Balance ton porc. C'est vrai, c'est ça. Il est encore Je temps. préfère un pédophile. Oui, Quel était le surnom de Roselyne Bachelot quand elle était scout guide? Phoque hilarant, vison soyeux, Ça, c'était Dave, ça. castor bégayant ou fouine babillarde? Faut qu'il a... Babillard. Castor bégayant. La fouine Faut qu'il a- babillarde. Vison soyeux. Ah, vison soyeux. Moi, je suis bon en Je te surnom. dis un truc. Phoque hilarant, c'était Dave. Jacques Brel. Et Chirac, c'était bison égocentrique. Ben ouais, on a vécu Il y quelque a chose. des contacts, Eh, hein, vous il y a êtes un axe. ensemble ou Il y a quoi un axe. On a une vieille liaison, ouais. on a- voilà. Roselyne m'avait dit qu'elle aimait bien la fréquentation des homos, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, je suis bon, là. T'as des choses à nous dire, là? Non, non, on a dit que ça restait entre nous. On Bon, avait bu, d'accord. on a bu. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Concentre-toi, parce qu'encore 2 bonnes réponses et t'es fait comme un rat. Et pas comme un vison soyeux. Que s'est-il passé lorsque Roselyne Bachelot a pris la parole pour défendre le Pacs à l'Assemblée nationale en 1998? Simone Veil est venue la soutenir. Des députés de droite ont quitté la salle. Roselyne a regagné son banc en pleurs. Ou Christine Boutin a brandi la Bible. Les pleurs, la Bible, Tout est vrai. les pleurs, et je crois que toutes les Tout est vrai. réponses sont bonnes. Et la bonne, c'est Roselyne a regagné son banc Ça, en tu as pleurs. trouvé la Et bonne réponse. la Bible, On regarde. C'est incroyable. Pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. Voilà quelqu'un qui a une réelle utilité sociale. Vous étiez toute seule, là. Personne n'est venu vous voir. Non. C'est vraiment Toute des seule. chiens. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment pleuré. J'étais dans un état d'émotion intense. Et à un moment, je me suis dit, je vais mettre la tête dans les mains. Et puis, j'ai repensé à cette image de Simone Veil mettant sa tête dans ses mains au moment du débat sur l'avortement. Et je me suis dit, je ne peux pas faire une captation d'image. Ce serait une sorte de vol Ouais, médiatique. Et donc, il faut que je me tienne à ma place et seulement à ma place. Sous quelle étiquette politique Jean-Yves Narquin, le frère de Roselyne Bachelot, exerce-t-il la fonction de maire? Les Républicains, le Front National, le Parti Socialiste, la France Insoumise ou Chasse? Front National. chasse, pêche et tradition. Ah mais le Front National. Ça vous embête qu'on en parle? Oui. Bon, écoutez, J'en parle pas. comme je n'ai pas envie d'être désagréable avec vous, je vais passer, on passe à la question suivante. Qui a répondu, c'est beaucoup plus drôle, je me suicide, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait s'il était Roselyne Bachelot pendant 24 heures. Henri Guénaud, Laurent Ruquier, Nicolas Hulot ou Absatoussi. Guénaud. Henri Guénaud, oui. Guénaud. Ah oui. Vous l'avez plus revu, Henri Guénaud, c'est fini. Si, je l'ai revu, Si. oui. Il a l'air comme une âme en peine. Ouais. Henri, Henri, si tu nous faut être regardes, courageux. Mais il fait de la radio, lui aussi. Oui. Oui, à Sud Radio. Oui, oui. Sud Radio, absolument. Alors, parmi ces déclarations, laquelle est de Roselyne Bachelot? Des salopes, il y en a autant en politique qu'à la télé. Bien sûr qu'on peut tromper sa femme à condition de le faire bien. Ce que j'aime dans le porno, c'est de découvrir des choses que je n'avais jamais imaginé faire. Toutes. Des Elle a tout salopes. dit. Elle a tout dit. Elle a tout dit, bravo. Madénian. Merci bien. Et voilà. Alors on commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Alors Roselyne, donc, vous avez été ministre, tout le monde le sait, vous animez La République LCI tous les matins, très bonne émission que je regarde, et pas seulement parce que je suis marié avec Audrey Avec Castomara. la Saint-Audrey. Et le mois prochain, on vous retrouvera sur les planches aux côtés de Marlène Schiappa et de Myriam El Khomri pour une représentation exceptionnelle des monologues du vagin.
de Eve Ensler. Ouais. C'est un acte militant, c'est un acte féministe que nous avons décidé de faire. Je dois dire que dans une répétition, je me suis effondrée en larmes devant un des textes, tellement ils étaient puissants et ils racontent des choses très belles. Ce qu'il faut dire, c'est que la recette sera donnée à des associations féministes, sera donnée au collectif féministe contre le viol. Non, on va pas, on ne se fait pas payer pour faire ça. Oui, je m'en doutais un peu, remarqué. Alors, il y a une seule chose, c'est que Myriam, là, a décidé de concourir pour la journée du pull moche, mais oui, bon... Il y a un sujet. Ah, moi, j'aime bien. Ah, voilà. Alors, Absiatou, j'ai une question à poser. Oui, Roselyne, vous allez faire les monologues du vagin avec Marlène Schiappa. Et je me posais la question de pourquoi vous aviez accepté de faire ça. Oui, on a décidé de faire ça avec Marlène Schiappa et Myriam El Khomri. Surtout, j'ai été sollicitée par Gérard Miller, parce qu'il se trouve que celle qui met en scène, c'est sa fille, c'est Coralie Miller. Et ces textes sont tout à fait admirables. Ce sont des textes qui ont été joués pour la première fois à Broadway, des textes américains. Et il faut savoir que nous faisons une représentation, mais Jean-Marc Dumontet, qui organise cela à plusieurs représentations. Le lendemain, le 8 mars, avec Muriel Robin, Carole Bouquet. Les textes seront dits dans une autre séance par des hommes, pour qu'eux aussi militent, avec François Berléand, dans un des membres du trio. Il y a 15 femmes, aussi un collectif de 15 femmes qui liront ces textes. C'est où l'endroit ? À Bobino. Donc on s'inscrit. C'est gratuit, on s'inscrit, il faut une contre-marque évidemment, mais il y a une corbeille et on donne de l'argent, ce qu'on peut. Nous viendrons. 5 €. 5 €, 10 €, 100 €, 1000 € pour le collectif féministe contre le viol. Vous avez une question pour Roselyne, vous, non? J'ai toujours une question. Roselyne, on va tous dire, oui. Il n'y a pas longtemps, on a fêté la fête des amoureux. Donc, si vous devez choisir, vous préférez un Valentin Wauquiez de gauche ou un Valentin Macron de droite? En fait, je ne couche ni avec l'un ni avec l'autre. Ah non, il faut choisir. Elle couche avec moi. On va leur dire ou pas? Non, je choisis Macron tout de suite. Parce qu'il aime les vieilles, alors. J'ai ma chance. Elle est formidable. Je pense que Roselyne va finir par faire du stand-up. Franz-Olivier Gisbert, vous avez une question pour Roselyne? Oui. Alors, Roselyne, tu connais la citation de Marcel Pagnol. Tout le monde disait que c'était impossible. Est arrivé un fou ou un imbécile qui ne le savait pas et il l'a fait. Alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, il se passe quand même quelque chose avec Macron qui entame des réformes qui, jusqu'à présent, semblaient impossibles. Je pense notamment à un personnage qui est en train de jouer un rôle important, c'est Jean-Michel Blanquer, parce que d'ailleurs, les Français l'adorent, de droite, de gauche ou du centre. Les gens l'adorent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que ces réformes-là, je pense notamment dans l'éducation nationale, ça fait 20, 30 ans que la droite, la gauche essayaient de les faire. Qu'est-ce qui a foiré? En fait, vous avez été mauvais comme des cochons. Pourquoi? T'as dû réfléchir là-dessus. Mauvais comme des cochons, sans doute. Bien qu'avec Balance ton porc, maintenant, je ne vais pas les balancer. Non, mais c'est vrai que chaque président de la République a décidé qu'il mettait l'école au cœur de son projet. Et puis ensuite, il est parti en race campagne. Là, Jean-Michel Blanquer, il a une chance, c'est que c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le milieu, ce qui n'était pas toujours le cas des ministres de l'Éducation nationale. Il sait comment ça fonctionne, il sait comment fonctionnent les profs, et il a vraiment pensé son projet. Oui, mais pourquoi vous avez été si mauvais? Pourquoi la droite et la gauche n'arrivaient pas à faire leur réforme? Aucune réforme. Il ne s'est rien passé pendant 20-30 ans. Tu regarderas l'histoire de France, il n'y a que dalle. Et là, brusquement, il y a des gens qui font des trucs. Tu déconnes, tu caricatures. Bien sûr qu'il y a des tas de choses qui ont été faites. Elles étaient mauvaises. Mais ne dis pas qu'il ne s'est rien fait. Alors, Monia Cachemire, alors c'est quoi votre question? Alors, Roselyne Bachelot, je crois que la moitié des Français ne le savent pas, mais vous êtes une véritable showgirl. Vous avez de nombreux talents insoupçonnés. Moi, je le sais. Hein. Thierry, ça vous dit qu'on lance le Bachelot Show? On peut essayer. Bon, allez. Alors, allez-y. Est-ce que vous avez une contrepétrie ou une blague en stock à nous raconter? Soit une vanne raciste. Une contrepétrie... oui, bravo, on va l'aider, là, allez. C'est dommage que j'ai du vin rouge, parce que j'aime bien le goût de ton petit blanc. De ton petit blanc. Ah, il n'a pas compris. Ah, oui. Ah, quand même.
Et avec votre côté flingueur, vous êtes un peu la Maria Kalash du PAF. Maria Kalash. Bravo. Un petit air d'opéra par Roselyne Bachelot, ça donne quoi? Un petit air d'opéra, qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Libia. Non, on va chanter... Una voce poco fa qui nel cor mi risuono, il mio cor ferito già, se l'indoro fu quel piaggio, se l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Oh, Roselyne! Non, ça Non, parce qu'après, elle risque de recommencer à chanter. Je peux vous en faire d'autres. Non, mais génial. Alors après, Raquel, j'ai une question de Roselyne Bachelot, j'imagine. Oui, parce que Roselyne est une sorte d'aînée en armes pour moi. Très aînée, oui. On l'a vu tout à l'heure dans ces images très, très poignantes à l'Assemblée nationale. En tant que femme politique vraiment pleine et entière et qui a vraiment marqué son temps en tant que femme politique, j'imagine qu'il y a eu des sensations de bonheur, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de sens donné à la vie par cet engagement. Et maintenant, à un moment donné, vous avez décidé d'arrêter tout ça, ou peut-être les Français sont chargés de fermer la parenthèse. Non, j'ai pas été battue. Oui, c'est vrai, pas vous. J'ai vu que quand vous aviez décidé de passer côté médias, il y avait eu une volée de bois vert de la part d'une caste. Et à une époque, j'avais lu que vous vouliez avoir la carte de presse. Je ne sais pas si au final, vous l'avez eue, si vous la voulez encore. Est-ce que vous voulez faire partie de ce monde-là vraiment? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment vous accepter? Ou est-ce que finalement, ce que vous faites, c'est peut-être pas autre chose qui n'est pas finalement de singer ce monde journalistique aujourd'hui qui ne veut même pas se soumettre à des règles de déontologie de base puisqu'il refuse l'idée même d'un conseil de déontologie pour les surveiller? Alors, la question s'est posée, elle m'a été posée lors d'un portrait qui a été fait pour M, le magazine du Monde, par un journaliste qui me dit « Est-ce que vous allez demander la carte de presse ?» Et je lui réponds « Pourquoi pas ?» En matière, comme un amusement. J'ai absolument pas l'intention de demander la carte de presse, j'en ai pas besoin de faire mon boulot, j'ai pas besoin qu'on m'accuse de la demander pour avoir le petit avantage fiscal inhérent à cette carte de presse. Mais j'ai reçu une volée de bois vert de cette caste journalistique qui m'a dit comment Roselyne Bachelot ose demander la carte de presse. Donc voilà, je n'ai pas de carte de presse, elle ne m'est pas utile et je m'en contredis. Vous avez bien raison. Allez. Bravo. Natacha Polony. Nous avons, enfin, vous avez été chiracienne, vous avez une histoire avec Jacques Chirac, et moi aussi dans le sens où mon premier vote c'était en 1995. Voilà, c'est la première fois que j'ai voté, et Jacques Chirac à ce moment-là s'est fait élire sur un programme qui était soufflé par Philippe Séguin, ça s'appelait la fracture sociale. L'idée qu'il fallait réduire la fracture sociale, qu'il fallait écouter ce peuple qui voulait changer de système. Le 26 octobre 1995. Il trahit totalement ça et il accepte le libre-échange, les critères de Maastricht, le monétarisme européen et il abandonne tout ce pourquoi il avait été élu. On peut trouver qu'il avait raison, mais n'empêche que c'est pas pour ça qu'il avait été élu et la démocratie, c'est tout de même de respecter le vote des gens. Chirac, ils s'en foutaient. Voilà. Sauf que depuis, ils ont tous fait la même chose et on voit l'état du pays. Alors ma question, dans un sens, elle rejoint un peu celle de France, mais elle est beaucoup plus large. On voit la désindustrialisation, on voit la destruction de l'agriculture, on voit le creusement des inégalités. Alors c'est quoi l'explication pour qu'ils aient tous trahi à ce point-là? Vous les avez côtoyés, ils sont tous incompétents ou il y a autre chose? Il y a deux questions. Il y a d'abord la question qui est plus longue à répondre, c'est est-ce que la bonne façon de réduire les inégalités, de prendre en charge la pauvreté, est-ce que ces solutions ne peuvent pas se trouver aussi dans un programme de droite et dans un programme de croissance? Donc c'est la première question. Et pourquoi est-ce que Chirac a trahi? Est-ce que Chirac d'abord a vraiment trahi? Parce que c'est un libéral. Il n'a jamais dit qu'il allait faire la politique de la France insoumise. Il trahit son discours de campagne. Tout de même. Le 26 octobre 1995, il explique, écoutez, les enfants, fini de rire. En fait, tout ça, c'était de la foutaise. On change. Oui, mais le plan Juppé, il date d'avant le 26 machin. Natacha,
Vous êtes un peu naïf quand même. J'étais jeune à l'époque, je me croyais à la politique. Le problème, c'est que c'est un valise, la fracture sociale, dans lequel chacun a mis ce qu'il voulait. La campagne de Chirac, j'ai bien suivi. Excuse-moi, il y avait un discours extrêmement européen. Et contre son camp. Voilà, contre son camp. Le libre-échange, il était pour le libre-échange, à fond la caisse. Simplement, c'est vrai, c'est qu'il se préoccupait aussi de la fracture sociale, en se disant, voilà, on va régler ça après. Mais il était quand même dans cette idée-là. Qui c'est pour découvrir que Chirac n'avait pas d'idée maîtresse? Mais non, mais Thierry, vous avez tort. Alors, il est comme tout le monde. Pour aller d'un point A à un point B, on peut parfois avoir un parcours un peu sinusoïdal. Voilà. Mais Chirac est un libéral, pro-européen, et il l'a toujours été, et il l'est encore actuellement. Sauf que c'est pas tout à fait ce que veulent Là, les il est Français. très libéral. Vas-y, Madénian. Ah, alors, Mowgli, j'ai une question. Mais ils se connaissent. Oui, on se connaît bien. Vous avez déclaré François Fillon est toujours mon ami, mais je lui en veux beaucoup. Alors ma question, c'est il vous a pas rendu l'argent également ou comment ça se passe? Non, c'est un sujet dont je ne parle pas. À chaque fois qu'on me le demande, je cite la phrase de Robert Desnos, grand poète juif français mort dans le camp de Térésine, et qui disait « Un jour, je te décevrai, et ce jour-là, j'aurai besoin de toi ». Voilà, c'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge. Et maintenant, mesdames, messieurs, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies et inversement. Eh oui, c'est le fake no fake. Eh oui. Alors, les chroniqueurs vont-ils battre la prod ce soir? Alors, le sujet de ce soir, c'est sur la perte de poids. Perdre du poids jusqu'à 15 kilos grâce à l'urinothérapie, c'est possible. Vrai ou faux? C'est le fake no fake de la semaine. On regarde. La guerre contre les kilos, une véritable obsession pour la plupart d'entre nous. D'après une étude Ipsos datée de 2015, plus de la moitié des Français ont pratiqué au moins un régime. Et si l'urinothérapie était la recette miracle? Pour Marion, cette Parisienne de 35 ans, aucun doute. En buvant un verre de son urine chaque matin pendant 1 an, elle a obtenu des résultats spectaculaires. Elle a perdu 15 kilos. C'est ma cousine allemande qui m'en a parlé. Je voyais sur elle vraiment des effets spectaculaires. J'avais absolument pas envie au début, et puis elle a réussi à me traîner à un congrès. Plein de gens avaient maigri, je voyais les photos avant, après, et je me suis dit pourquoi pas. Pourtant, le premier pas n'a pas été le plus facile. Mais Marion a trouvé une solution. J'ai mélangé en fait, surtout. On peut mélanger du jus d'orange, du jus de pomme, du jus de carotte, histoire de changer un peu le goût. Et puis ça, on s'habitue. On s'habitue un petit peu à ce goût, et puis surtout, on voit les effets en fait. Et c'est ça qui est motivant. L'urine pour maigrir peut laisser perplexe. Pourtant, le nutritionniste Jean-Michel Cohen a eu écho du cas de Marion et porte un intérêt certain à ce nouveau régime. Ce que je peux dire, c'est que l'urine, c'est un milieu extrêmement complexe. On trouve des oligo-éléments, des vitamines, mais aussi des hormones et des produits dégradés des hormones dont on ne connaît pas toujours la fonction. On peut donc avoir de très grandes surprises et à l'occasion d'une alimentation équilibrée, bien entendu, on peut avoir une substance qui va agir curieusement sur le métabolisme. Regardez, par exemple, en Inde, les gens s'en sont servis de l'urine comme un antiseptique à un moment donné. Donc il n'est pas impossible, et c'est à étudier, que ça soit un système qui ait pu fonctionner. Donc oui, c'est possible de croire que pour une perte de poids, on puisse pratiquer l'urinothérapie. Une pratique qui a attisé la curiosité d'un laboratoire de recherche français spécialisé dans la nutrition. Dès l'été prochain, il mènera des études pour établir ou non un lien entre la consommation d'urine et la perte de poids. Voilà, est-il possible de perdre du poids grâce à l'urinothérapie? Roselyne Bachelot. Elle n'a pas essayé de se faire des yaourts avec sa merde, parce que ça pourrait être... Qu'est-ce qui se prend? Ça va pas ou quoi? Je dis que c'est vrai. Bien sûr, oui. Et toi? Comme dirait Shakespeare, toupie or not toupie. Enfin, moi qui suis urophile, si ça faisait maigrir, je l'aurais vu sur mes partenaires. Ah. Oh non. Ah, la golden shower. Elle aime les golden shower. On peut pas dire elle s'y connaît à ce moment-là. Moi, j'ai une érection. Alors, ça parle... Une petite. Oh là là, mais
Tu me connais très bien. On n'a rien senti. Non, moi je dis que comme c'est juste une hypothèse, je dis que c'est vrai. Parce que c'est pas, ça fait, c'est possible. Donc peut-être. Non, tu verras que c'est vrai. Là, le docteur Cohen, c'est faux. Ouais, c'est vrai. Ah oui, mais il peut faire le clown. Moi, je dis que c'est faux. Parce que si c'est vrai, tu te pisses je dessus. vais être obligée d'essayer. Et là, je suis pas du tout d'accord. Goldnadel. Je connais moi mon Simon par cœur. Il a un surmoi très fort. Donc il ne peut pas inventer ça de toutes pièces. Donc il y a des cinglés qui veulent boire un peu de leur pisse, mélangé avec du jus de pamplemousse. Ils prétendent que ça fait maigrir. Ça sent moins la pisse déjà. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a des mecs comme ça. Oui. J'y crois. Mais vous riez, mais moi, je l'ai fait. Ah ouais? Je l'ai fait. Je quitte cette émission, j'en peux plus. Je l'ai fait. Je me casse de là, c'est pas possible. C'est quoi? Il y a mes parents qui regardent. Du dimanche. Je comprends l'odeur. Je l'ai fait. Il y a des gens qui bouffent la merde. Je l'ai fait il y a 2 ans. J'ai perdu 12 kilos en... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? En 24 jours, j'ai perdu 12 kilos. T'es complice de la production. Et je suis morte après. Non, je rigole, j'ai pas fait ça. Jamais. Je pense que c'est faux, c'est pas possible. Elle est bien, hein? Moi, j'y croyais. Hein. Je suis née On peut faire plein de choses avec l'urine. Hein. Ouais. C'est antiseptique. Des cravates. Ça, il a dit. Celle-là, elle est bonne. Hein. Celle-là, elle est... L'urine, c'est génial contre les piqûres de méduse. Oui, c'est formidable. Ça marche très bien. Oui, mais c'est pas la question. J'ai essayé plusieurs fois. Oui. Alors, le truc, évidemment, c'est que pour moi, c'est pas vrai, parce que je pense que la production, je te dis ça, Stéphane, t'as fait une connerie quand même, parce que t'as vraiment sorti la grosse caisse avec Jean-Michel Cohen. Je l'ai dit. Et tu vois, ça met un doute, parce Mais alors, que je vais dire, il joue trop bien. en ton plus. pote Stéphane, Natacha n'a pas il dit écoute encore. personne. Natacha Parce n'a que pas parlé je dis, encore. si vous prenez Cohen, ça va, les gens vont penser que c'est bidon. Mais mon Et Dieu. là où il est très Regardez. fort, Steph, c'est qu'il que a dit, c'est vrai. oui, il a dit, Regarde, je c'est prends vrai. Cohen Donc, j'ai un doute. pour leur faire croire que c'est bidon. C'est là où il est fort. Ardisson, t'as perdu. Vas-y. C'est vrai que si les gens ont regardé cette séquence et qu'ils voient à quel point Jean-Michel Cohen joue bien, ils vont avoir un doute la prochaine fois qu'ils vont l'écouter vendre un nouveau régime dans un de ses bouquins. C'est vrai. Je pense que ça va être compliqué du coup pour lui. Alors ? Après, sur l'urinothérapie, j'ai encore un tout petit peu foi en la dignité humaine, donc je vais dire que c'est faux, mais je pense qu'en fait je suis beaucoup trop viendra. naïve. Vous connaissez pas Cohen? Continue à être naïve et à dire que c'est faux. Donc c'est quoi le coup? Alors, Mes enfants, Alors c'est faux. voilà. C'est faux. Mais il y en a qui le boivent. Attends. Attends, Mathieu, oui. C'est faux. En tous les cas, il a fait un nouveau livre, Jean-Michel Cohen, il faut quand même le dire. Ça lui fera plaisir. Maigrir en bonne santé. Bonne pub. Publié aux éditions First. Il n'a pas fait la police. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France citoyenne. C'est Natacha Polony. Alors, la maladie de Lyme ronge la vie de milliers de Français, ça c'est vrai. Pourtant, cette infection transmise par les tiques peine encore à être reconnue en France. Un sujet qui vous a piqué au vif. Oui, et j'espère que ça va piquer au vif beaucoup de monde. Parce qu'en fait, chaque année, officiellement, il y a 30 000 personnes en France qui sont contaminées. En fait, il y en a beaucoup plus parce qu'on a un réel problème de diagnostic. Alors, c'est transmis par les tiques. Donc, attention, les images sont ignobles. Qu'est-ce que c'est qu'une tique? C'est une bestiole qui vous pique à travers la peau. Quand on l'enlève, il faut faire attention à retirer la tête, etc. Bon, mais surtout, les tiques sont porteuses d'une bactérie qui s'appelle la Borrelia, qui peut donner donc cette maladie infectieuse, la maladie de Lyme. Alors, le problème, c'est que le protocole français de traitement de la maladie date de 2006. Il est inspiré du protocole américain. Et il explique que si vous avez des rougeurs, les médecins vous font passer un test. Et si le test de dépistage est positif, on vous traite aux antibiotiques pendant 3 semaines et hop, vous êtes guéri. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que le traitement ne suffit pas toujours. Ensuite, parce qu'il y a de nombreuses publications qui prouvent que le test de dépistage passe à côté de la très grande majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est fait pour ne pas donner trop de cas positifs, parce qu'on estime que c'est une maladie rare, et que donc s'il y a trop de cas positifs, c'est que c'est le test qui ne marche pas, c'est pas que la maladie n'est pas rare. Vous voyez l'aberration. Et surtout,
eh bien, il peut arriver tout simplement que vous ne vous rendiez pas compte que vous avez été piqué par une tique, donc vous ne vous faites pas dépister. Et là, la maladie, elle apparaît des années après. Et donc, vous voyez les symptômes apparaître, et ce sont des symptômes assez compliqués à comprendre, puisqu'il y a des inflammations, il y a des insomnies, il y a de la fièvre, il y a des douleurs articulaires, il y a des douleurs musculaires, des troubles cardiaques, neurologiques. Et si vous allez voir votre médecin, eh bien, a priori, il ne va pas vous parler de la maladie de Lyme, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui n'y pensent pas. Et puis surtout, cette maladie est appelée par les spécialistes la grande simulatrice, c'est-à-dire qu'elle ressemble à d'autres maladies, donc elle est très compliquée à diagnostiquer. Et vous savez que 80% des patients qui ne guérissent pas, on les oriente vers des hôpitaux psychiatriques en disant c'est dans la tête. On ne sait pas ce que c'est. Vous vous plaignez, on a guéri vos douleurs musculaires, vos douleurs articulaires, et puis vous continuez à avoir mal, c'est que vous devez être cinglé. Vous vous rendez compte, ils vont en hôpital psychiatrique. Donc on est face à un réel problème, sauf que pendant ce temps-là, il y a des patients qui souffrent. Et on est allé voir une famille, c'est la famille Dubois. Alors, regardez un petit peu ce reportage, vous allez comprendre ce que c'est que le quotidien quand on a la forme sévère de la maladie de Lyme. Jules est atteint d'une maladie de Lyme et co-infection sous une forme chronique. Et c'est une forme sévère. Jules, à la naissance, allait très bien. Et puis, jusqu'à l'âge de 2 ans, s'est développé normalement. À partir de l'âge de 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, on a commencé à voir certains signes. Un petit garçon qui allait moins bien. Il vivait des douleurs au quotidien, des difficultés à marcher, des vertiges, et puis une régression totale au niveau des acquis à un moment donné où la maladie était beaucoup plus forte. Il ne pouvait plus tenir un crayon, et également une perte totale du langage. Donc un petit garçon qui ne pouvait plus parler quasiment en 3 semaines de temps. Personne n'imagine qu'on soit seul en France, parent, à regarder son enfant dépérir, sans que personne n'ait la solution, sans qu'aucun hôpital ne sache quoi faire. Parce qu'ils nous répondaient, dans le meilleur des cas, nous on n'est pas compétents sur cette maladie-là, on ne connaît pas. Et dans le pire des cas, donnez-lui du Doliprane et ça va passer. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous voulez répondre ? Et donc, quand on a eu orientation vers un médecin qui connaissait la maladie de Lyme de façon plus précise, c'est là qu'on s'est aperçu que Jules et moi étions atteints et que moi, je présentais de nombreux symptômes depuis de nombreuses années. Donc, j'étais, au moment de la grossesse, en pleine crise de maladie de Lyme et infectée depuis de nombreuses années. Ce que j'aimerais partager avec Jules, c'est plus de communication, mais une communication verbale, c'est-à-dire pouvoir communiquer par la parole. Savoir vraiment ce qu'il pense, ce qu'il ressent. On pense le deviner par le regard, mais... En juin 2016, nous sommes partis consulter en urgence aux États-Unis pour lui sauver la vie, parce qu'il n'y avait plus aucun traitement ici disponible en Europe et plus aucun médecin spécialisé Lyme qui ne savait quoi faire avec l'état de santé de Jules. Avec les traitements américains, dès le premier mois, on a eu des choses extraordinaires. Ça a été le jour et la nuit. Un petit garçon qui pouvait monter les escaliers, qui pouvait jouer, qui avait retrouvé une joie de vivre absolument incroyable. Donc nous allons aux États-Unis tous les 2 mois pour qu'il reçoive à la clinique les soins par intraveineuse. Et nous repartons également avec des analyses et avec des médicaments dans la valise. Chaque séjour médical, on l'estime à 20 000 €. Ça fait 120 000 € par année. Et pour ça, il faut beaucoup de moyens, et un des moyens, le problème, c'est qu'on n'en a pas. Voilà. N'importe quel parent ou n'importe quel grand-parent, en voyant cette situation, il agirait. Il ne resterait pas les 2 pieds dans le même sabot en laissant mourir un gamin. Donc il faut se battre. Et c'est ce qu'on fait. Ça va-t-il bien? Très bien, vous-même? Vous venez récolter des fonds? Je viens récolter les fonds. Ça s'améliore? Ça s'améliore. C'est extra. J'ai mis en place les petites boîtes et je viens grosso modo tous les 2 mois récupérer l'argent collecté dans les boîtes à dons. On récupère grosso modo 400-450 €. Si on ne peut pas financer, ça veut dire que notre petit garçon, on ne peut pas le soigner. Et ça veut dire que la maladie, dont il présente encore des symptômes, elle va revenir de plus belle. Elle ne va pas se laisser faire. La place est libre. Et on va risquer de revoir dépérir et souffrir Jules. Allez, on va à l'école.
C'est radieux hein, comme mine. Dès lors qu'on arrive à l'école, c'est un vrai bonheur. Il est en train de me tirer, je ne vais pas assez vite. Un bisou. Travaille bien. Allez, on y va. Bonjour, Même s'il a une maladie, je le considère comme un enfant normal parce qu'il est gentil et tout ça. Nous, on joue bien avec lui. Quelquefois, il est rigolo. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir pu le soigner mieux que ça, plus tôt. Il n'aurait pas autant souffert. Il n'aurait pas autant perdu de capacité et d'années à ce qu'on lui vole sa vie d'enfant. Alors voilà, le petit Jules, il est comme beaucoup de patients, c'est-à-dire que si la maladie est prise à temps, on peut lutter. On peut améliorer les choses. Il y a 80% des malades qui peuvent être soignés ou vivre à peu près correctement quand la maladie est prise à temps. Pour soutenir Jules et sa famille, une cagnotte a été mise en place pour faire un don. Rendez-vous sur l'adresse jules.leterriensattaché.fr. Vous pouvez aussi faire un don en envoyant un chèque à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Évidemment qu'il faut aider le petit Jules. Mais il faut aussi faire en sorte que tout ça n'arrive pas. C'est-à-dire faire en sorte que cette famille ne soit pas obligée d'aller aux États-Unis. Alors, il y en a d'autres qui vont en Allemagne, en Belgique, en Suisse, parce que, d'abord, les tests sont mieux faits. Ouais. Le dépistage est beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'avoir des faux positifs, ce qui fait qu'on a des faux négatifs. Ouais. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi, en France, on n'est pas capable de détecter correctement cette maladie et de la prendre en compte. Alors, on est allé voir le professeur Christian Perronne, qui est le spécialiste de la maladie de Lyme en France, et écoutez ce qu'il nous a répondu. La maladie de Lyme est un vrai scandale sanitaire parce qu'il y a des dizaines de milliers de gens en France, mais il y en a beaucoup plus dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, qui sont en errance complète vis-à-vis du corps médical. En France, il y a probablement quelques centaines de médecins qui s'occupent de maladies de Lyme chronique, mais souvent ils n'osent pas prendre beaucoup de nouveaux malades parce que s'ils font trop de prescriptions de maladies de Lyme, ils tombent sous les attaques, les dénonciations de confrères, les attaques de la Caisse d'assurance maladie, du Conseil de l'ordre. Donc, dans certaines régions, il est très difficile de trouver des médecins qui suivent correctement des maladies de Lyme. Alors, Roselyne, vous avez été ministre de la Santé, vous devez être au courant quand même de cette histoire. Oui, bien sûr, la maladie de Lyme, d'ailleurs. La borréliose. Oui, la borréliose. Borrelia burgerdorferi, c'est son... Non, c'est un spirochète qui est inoculé pas seulement d'ailleurs par les tiques, hein, mais aussi par d'autres animaux comme les chiens, les écureuils. Ouais. Donc on peut très bien ne pas avoir le point d'inoculation par une tique. Hein. Et donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème de formation, que le test qu'on appelle le test ELISA, le test sérologique qui est pratiqué pour détecter la maladie de Lyme n'est pas très fiable. Qui a effectivement un autre test qui est pratiqué, qui semble plus efficient. Alors, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a lancé en 2016 un plan destiné à prendre en charge la maladie de Lyme. En fait, il y a ce test qui marche assez mal. Et en France, pour avoir accès au meilleur test, il faut d'abord être positif au test ELISA. Ah oui, c'est complètement con. Et c'est quoi l'intérêt de l'Académie de limiter le... Oh, il y a des écoles dans l'Académie de médecine, il y a des clans, et effectivement, c'est l'Académie de médecine et d'autres sociétés savantes qui jugent de la pertinence de tel ou tel traitement pour le reconnaître et pour, évidemment, aller vers son remboursement. Et la prise en charge de ce traitement. Le problème, c'est le remboursement. Voilà, alors donc, le fait de le mettre en ALD, permettrait de prendre en charge affection de longue durée, permettrait effectivement de le prendre en charge à 100% sur cette maladie. Toutefois, il y a des possibilités de financement, il y a des crédits spéciaux, par exemple, pour des traitements qui sont faits dans des pays étrangers, des traitements extrêmement coûteux. Moi-même, quand j'étais ministre de la Santé, sur des traitements extrêmement coûteux,
milieu d'enfants atteints de cancers très rares et qu'on ne soignait que dans quelques hôpitaux américains. Nous avons pris en charge des traitements de plusieurs centaines et même de plusieurs millions d'euros. Force est de reconnaître que c'est un scandale sanitaire. C'est-à-dire que la France... Je ne sais pas si c'est un scandale sanitaire. L'Académie de médecine est passée à côté. Aujourd'hui, Marisol Touraine a fait un plan il y a 1 an. Oui, il y a presque 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a Agnès Buzyn aussi qui avait lancé des travaux autour de la maladie de Lyme. Et qui est en train, c'est-à-dire qu'on découvre, mais avec beaucoup de retard, dans le sens où les États-Unis avaient fait un premier protocole en 2006, et nous sommes restés bloqués à ce protocole, alors qu'entre-temps, les États-Unis ont évolué et ont reconnu le caractère chronique de la maladie, et nous, on est restés bloqués à l'ancienne version. Donc aujourd'hui, les malades, ils n'ont que l'association France Lyme qui les accueille et qui les aide. Je ne suis pas sûr qu'il faille constamment vouloir culpabiliser la société ou le système médical si français. tu avais un môme qui avait la maladie de Lyme, tu ne dirais pas la même chose. C'est bien beau de dire ça sur un plateau de télé. Non mais pardon, excuse-moi de te dire. Là, moi, je ressens une vraie compassion par rapport à ce môme, mais qui n'a pas besoin de passer par culpabiliser le système médical français. Non, ça a juste besoin que ça soit reconnu comme une ALD, c'est tout ce qu'elle dit. Oui, non, mais je crois qu'on fait déjà œuvre utile en faisant connaître le sort de ce môme. Pensez davantage à diagnostiquer cette maladie de Lyme. Je pense qu'effectivement c'est sain, mais je ne suis pas sûr qu'il faille constamment culpabiliser les gens. En tout cas, quand on est piqué par une tique, il faut prendre un traitement antibiotique, parce que c'est une bactérie, c'est cette bactérie qui attaque les articulations, qui peut aller dans les formes graves, le système cardiaque aussi, et il faut prendre un traitement antibiotique par de l'amoxicilline, et il faut taper sur le spiroquète qu'il y a dans le sang. Et voilà. Roselyne Bachelot, pourquoi les hommes battus ne sont-ils jamais pris au sérieux? Réponse après la pub. Eh oui. Dans la deuxième partie des Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du dimanche, nous sommes de retour sur Terre. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie de mes 7 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Absatou Si, Monia Cachemire, Franz-Olivier Gisbert, Gilles-William Goldnadel, Mathieu Madénian. Et ce soir, face aux 7 mercenaires, Roselyne Bachelot. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France Tendance. C'est Monia Cachemire. Alors, 7 ans après la révolution tunisienne, Monia Cachemire est allée prendre le pouls du pays. Elle a rencontré la personnalité préférée des Tunisiens, Rojdi Belksami, un homme qui utilise la danse du ventre comme acte de résistance. Oui, il est important de préciser que dans le monde arabe, la danse orientale est vraiment méprisée parce qu'elle est considérée comme une danse vulgaire. Les femmes qui la pratiquent sont considérées comme des femmes de petite vertu. D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes arabes abandonnent la danse orientale à cause de la pression sociale et la pression religieuse. C'est important de préciser, par exemple, qu'à cause de la pression des islamistes en Égypte, les écoles de danse orientale sont maintenant interdites. Du coup, les profs de danse sont aujourd'hui d'origine japonaise, américaine ou russe. Mais depuis les révolutions arabes, la danse orientale, la danse du ventre, est maintenant pratiquée par des hommes. Et elle revient dans le monde arabe et tente de redevenir un art grâce aux hommes. Et c'est ça que je trouve ça génial. Eh bien, on regarde. Si je vous dis danse orientale, pour la plupart d'entre nous, on pense plutôt à ça. Mais heureusement, la danse orientale a beaucoup évolué. Elle est aujourd'hui aussi pratiquée par des hommes. Nous sommes ici en Tunisie. Aujourd'hui, nous célébrons les 7 ans de la révolution du jasmin et nous allons rencontrer Rojdi Belgesmi, le seul homme dans le monde arabe à pratiquer la danse orientale. Je me considère le premier, le seul en Tunisie, même dans le monde arabe, parce qu'on est rare. Comment a été accueilli ton art, ta danse dans le monde arabe et en Tunisie ?
C'est vrai qu'au départ, c'était difficile. Là, c'était très chaud. Au Festival international de Carthage, à l'ouverture du festival, je dansais, j'étais sur scène, torse nu. Et il y avait dans la salle quelques députés qui ont caché leur visage en regardant mon torse nu. Et c'était pour eux... C'était parce qu'ils ne voulaient pas voir danser torse nu? En fait, c'était pour eux une atteinte à la pudeur, quelque part. Et c'est vrai que c'est une danse mal vue par la société, mal vue par les femmes, que dire par les hommes. Et donc, j'ai eu même des menaces de mort. Tu as été menacée de mort? Ah oui, j'ai eu des menaces de mort. C'est une danse qui est pratiquée dans les espaces privés, dans les fêtes, entre hommes ou entre femmes. Et quand on affiche cette danse à l'extérieur, quand on passe à l'espace public, ça devient tabou. Et pourtant, des hommes qui dansent comme des femmes, qui s'habillent comme des femmes, ça a toujours existé en Tunisie. Bien sûr, dans les années 20, il y avait des danseurs qui dansaient les pas et les danses féminins. D'accord. Parce qu'à cette époque, les femmes n'existaient pas dans les espaces publics. C'était des travestis qui s'habillaient comme des femmes et qui dansaient comme des femmes. C'est des drag queens, donc ils dansaient, dans les années 20 en chantaient. Tunisie. Oui. Dans ta danse féminine, tu as intégré beaucoup d'éléments de manutention, des éléments très virils. C'est vrai, c'est les pratiques et les danses des ouvriers. Le portage, par exemple, c'est le fait de porter des choses. Et donc, quand ils portent, ils dansent avec. Et donc, nous, en fait, quand on porte, on va juste engager le corps, tout donc le corps. Quand on danse comme ça, voilà. c'est un portage de maçon. Tout à fait. Il y a aussi le piochage. C'est juste, on fait comme ça, mais on va engager le passage. Attention, on va juste pousser, tu vois. Et ça vient du piochage. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est d'intégrer tous ces éléments dans ma danse féminine. C'est travailler sur ce que j'appelle, moi, les fausses frontières, en fait. Et retrouver un espace mixte qui rassemble tout le monde. Ouais. Super cool. Ah ouais. Les dernières images sont super cool. C'est agréable de voir une Tunisie où des hommes dansent, des femmes voilées dans un café. C'est agréable de voir cette image-là, quand même. Alors, qu'est-ce qui reste de la révolution tunisienne, du printemps arabe? À chaque fois, on se pose la question de savoir est-ce que la révolution a réussi ou pas. J'ai juste envie de dire que la révolution, c'est un processus. Oui. Et que, d'ailleurs, même en France, après 1789, on a connu de nombreuses restaurations avant de connaître la Troisième République. Donc, on arrête un peu de foutre une pression médiatique sur la Tunisie, à fantasmer pour... Alors, c'est une démocratie ou pas? C'est une démocratie en marche, comme chez nous. Voilà. Une question, Monia? C'est bien. Une démocratie en marche. Roselyne, ça vous a plu, ce sujet? Oui, ça m'a plu, mais je me demande s'il n'y a pas une vision un peu éthérée de ce qui est en train de se passer en Tunisie, parce que la Tunisie était un pays qui avait, par exemple, un statut de la femme très, très avancé, et qui n'a pas attendu la révolution du jasmin pour avoir ce statut, et qu'on sent aussi des forces de la réaction en Tunisie. Il y a eu des tentations de remettre en cause ce statut, d'intégrer des principes de la charia dans les textes fondateurs. On ne peut pas faire comme si ces forces-là n'étaient pas, hélas, à l'œuvre en Tunisie. Et il n'y a pas que ce mouvement... C'est un peu angéliste, vous trouvez, ce qu'elle a dit, quoi. Il n'y a pas que ce mouvement qui existe en Tunisie et qui ne paraît toucher que quelques milieux, comment dirais-je, privilégiés. Je peux me permettre de répondre. En fait, j'y étais pendant justement l'anniversaire de la Révolution. Je suis d'accord avec vous sur le début, parce qu'on avait en fait tout le mouvement Ennahda qui était au pouvoir. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé. La preuve dans les images, je vous montre, c'est une jeunesse populaire. Dans les cafés, on a des femmes voilées, des femmes non voilées, des hommes qui dansent, des femmes qui dansent. La société a énormément changé et elle change encore. Mais aujourd'hui, quand on lit la presse française, on a beaucoup de fantasmes sur la Tunisie parce que ça a été le premier pays à faire sa révolution. Et le dernier. Et voilà, oui. Franz. Alors, moi, j'ai adoré ton sujet parce qu'il est plein de joie et je retrouve ce Maghreb que j'ai tant aimé quand j'avais 20 ans. Ça a bien changé depuis, hein. C'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était de la folie. Il y avait un climat de liberté. Fini.
Et ce que tu montres là, en fait, je crois que c'est très bien, il faut corriger quand même en se disant ne soyons pas trop bisounours, parce que c'est vrai qu'en face, il y a cette masse noire de l'ultra-islamisme qui est là, c'est-à-dire cet ultra-puritanisme. Non, mais qui est toujours là, qui fait toujours la pression. Mais ce type-là, voilà, c'est typiquement des gens qui font avancer les choses parce que ce sont des actes de résistance. Et c'est pour ça que ce Rochdi, quand on le voit, il fait presque pleurer, tellement c'est beau ce qu'il fait. Et ce que tu racontes de lui, ce que tu as raconté de lui, en fait, ça nous donne envie de l'accueillir ici, d'ailleurs. Il faut le faire venir, l'accueillir comme un héros. Parce s'il veut venir dans Salut les Terriens du samedi, viens quand il vient danser, tu lui dis, viens. Absolument. Alors, Gilles William. Je ne suis pas certain qu'il faille forcément adopter un registre extatique ou angélique par rapport au printemps arabe. Il est très bien ce type, mais une hirondelle ne fait pas le printemps, même pas le printemps arabe, et ça n'est pas la marque non plus de la liberté. Moi, je suis allé en Turquie il y a une dizaine d'années. Le plus grand chanteur de Turquie, celui qui est adulé par toute la société turque, c'est un hermaphrodite. C'est pas pour ça que la société turque, elle est d'une liberté formidable. Il fait partie des personnalités préférées des strictement rien dire. Et je vais ajouter, je vais encore aggraver mon cas. Vas-y, aggrave. Chère Monia, je préfère quand même les danseuses du ventre féminines que ce type-là. Pardon de te le touche dire. à foin depuis le début de l'émission. Je pense qu'il faudrait que tu prennes quelques cours de danse orientale pour te détendre. Ça n'est pas exclu du tout. Tu devrais te détendre le périnée. Je ne veux pas voir ça. Alors, Roselyne, le mot de la femme, c'est quand même... Roselyne, notre invitée, vous pensez que c'est une hirondelle qui ne fait pas le printemps ou qu'il y a une vraie transformation de la société tunisienne? Moi, je ne pense pas qu'il y ait une véritable transformation de la société tunisienne. Je pense qu'il y a des forces de réaction qui sont à l'œuvre. Je pense qu'il y a des gens très courageux en Tunisie qui tentent de lutter contre ces forces de la réaction et que ces gens très courageux, il faut que nous les soutenions. Et ben voilà. Maintenant, mesdames, messieurs, on continue en zone libre avec celle de notre invitée fil rouge, Roselyne Bachelot. À l'heure où des milliers de jeunes se retrouvent sans abri, rejetés par leur entourage à cause de leur orientation sexuelle, le refuge les accueille et leur offre l'hospitalité depuis 15 ans. L'association a accompagné 7000 victimes. Parmi elles, Volgan. Après des mois passés à dormir sous les ponts, le refuge lui a permis de voir le bout du tunnel. Absolument. Alors bonjour Volgan, votre histoire c'est celle de nombreux jeunes qui sont chaque année rejetés par leur famille à cause de leur orientation sexuelle. Moi, la réaction de mes parents a été radicale. Ça a été on veut pas de ça dans la famille, tu t'en vas directement, on veut pas d'un homosexuel, tu vas salir notre famille, tu vas salir la réputation de notre famille, c'est honteux. C'était beaucoup de reproches. J'annonce le soir à 20h, à 21h, je suis plus chez moi. Je me retrouve très rapidement à être à la rue. Vous avez quel âge? Je suis à peine majeur, j'ai 18 ans. Je suis faible, on voit une certaine faiblesse en moi et très vite, je reçois des propositions absolument pas cachées de personnes qui sont prêtes à me dépanner selon leurs paroles et qui très vite font comprendre que c'est de la prostitution et que de toute façon, je dors dehors et que c'est une nuit d'hôtel qu'ils me proposent avec un bon repas chaud et un peu d'alcool et puis peut-être d'autres choses. Donc, très vite, on se retrouve à se dire... les deux premiers, on se dit non, je refuse, j'ai pas envie, je suis pas ça, je mérite mieux que ça, je peux faire autre chose. Et puis très vite, on se rend compte que non, de toute façon, il n'y a rien à faire. Alors, c'est une association qui va vous sortir de cette vie, une association qui s'appelle Le Refuge. Comment est-ce que vous entrez en contact avec elle? Un matin, je me suis réveillé et j'ai eu un flash où je me suis dit, dans 10 ans, j'en suis où en fait? Dans 10 ans, je fais quoi? Est-ce que j'ai envie de ressembler à ça, épave et sans rien, ou est-ce que j'ai envie d'être aidé? Donc j'ai contacté Nicolas Noguet, le président du refuge, où on a parlé, où j'expliquais que j'étais pas bien, que je savais pas comment j'allais m'en sortir, que j'avais des pensées suicidaires et que je voyais pas l'utilité de vivre. Et je lui ai dit que j'avais envie de venir. Et je lui ai dit, soit c'est aujourd'hui ou soit c'est jamais. Et quand je suis arrivé là-bas, déjà, j'ai vu que j'étais pas le seul qui était ravagé. J'étais pas le seul qui était dans une situation qui était complètement catastrophique. Et alors, c'est quoi les règles du refuge? À l'époque, en tout cas, c'était un rendez-vous psychologue par semaine obligatoire. Pas de drogue, pas de prostitution,
pas de sortie le soir. Combien de temps vous restez au refuge? Un peu moins de 6 mois. Et un matin, j'ai eu le déclic et je me suis dit, c'est bon, je me tire. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois pour faire de vous une personne nouvelle? Quand on vit cette situation et cette violence des choses, on a l'impression que c'est notre faute, soit parce que finalement, c'est moi qui suis gay, c'est pas le reste du monde, donc c'est un peu moi le problème. J'avais plutôt l'impression que c'est moi qui avais détruit la structure familiale, que c'est moi qui avais détruit des gens autour de moi et que moi, j'étais juste la cause de tout ça. Et il y a ça qui apporte au refuge, ce côté, on va t'expliquer que tu n'es pas un problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 6 mois que je suis en train de travailler sur une marque de vêtements qui s'appelle Monsieur Volgan. J'ai choisi très simple, mon prénom avec Monsieur devant. J'ai eu la chance de la présenter au siège social de Google. Et avec le recul, quel rôle a joué le refuge dans votre vie? Je ne serais pas là dans cette situation-là et je ne serais même peut-être pas là sur Terre. Je pense que je serais parti dans des dérives dingues et non, je m'en serais pas sorti. Ils m'ont sauvé la vie et ils ont sauvé la vie de centaines de jeunes en réalité. La lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, c'est un des combats de ma vie. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que tout ça, c'est terminé, c'est du passé. C'est pas vrai. Alors, il y a les violences, évidemment, physiques, tabassage. On a vu un couple de lesbiennes se faire agresser dans le RER il y a quelques jours. Mais c'est aussi les violences intrafamiliales ou dans les proches qui ne sont absolument pas comptabilisées dans ces violences. Et ce que nous dit Wolfgang est extrêmement intéressant. Il y a des gamins qui parlent de leur homosexualité ou dont l'homosexualité est révélée aux parents et qui se retrouvent 2 heures après avec les valises, quand ils ont les valises, parce que quelquefois ils sont jetés sur le trottoir sans rien. Et il y a un certain nombre d'associations qui s'en occupent, et en particulier cette association, le Refuge, qui a des hébergements et aussi toute une prise en charge qui permet de les accompagner et de les sortir vers un boulot, vers une insertion sociale. Mais aussi, il y a une prise en charge psychologique, parce que ce sont des jeunes qui sont en très, très, très grande souffrance. Et donc, il faut continuer le combat. Ce combat, il ne s'agit pas de poser les valises, il est encore devant nous. Mais Wolfgang, c'est dans sa famille qu'il a été maltraité. Oui, rejeté, absolument. Il n'a toujours pas revu sa famille. Hein. Non. Il y a des ruptures qui sont définitives et il y a véritablement des poches d'homophobie dans certains quartiers. Il y a une montée des intégrismes religieux et la caractéristique des grandes religions monothéistes, c'est d'être finalement profondément homophobe. Alors que Jésus était gay. Avec ses 12 apôtres. 12 mecs lui étaient en slip, je suis désolé. Hein. Alors Raquel. Moi, je veux dire la chose suivante. Je connaissais le refuge, je connais des gens qui travaillent dans cette association qui fait un travail extraordinaire. Je vais vous dire que j'ai découvert autour du scandale, entre guillemets, Jérém Star, tout un monde de jeunes homosexuels rejetés par leur famille, qui précisément ne sont pas ceux qui atterrissent et qui sont pris en charge par le refuge, mais qui errent. Qui errent peut-être même dans le quartier parisien du Marais. Et je le rattache, ce phénomène, à un sujet que j'ai abordé il y a quelques mois, qui est celui des sugar daddy et des sugar baby. Parce qu'il y a un certain nombre de ces jeunes enfants mineurs homosexuels qui, pour survivre, par exemple dans le Marais, font sugar baby et se trouvent des sugar daddy. Et en définitive, il y a beaucoup de phénomènes de prostitution pour pouvoir survivre à Paris. Alors, vous me donnez l'occasion de donner à nos amis téléspectateurs des nouvelles de Jérém Star. Et je vous conseille à tous un article du Nouvel Observateur cette semaine qui dit Jérém Star, le scandale qui fait pchit. Alors, écoutez, quand même, il faut préciser que ce duc de Mantoue,
est un affreux prédateur sexuel, celui qui chante la femme est mobile, et qu'il a violé la pauvre Gilda, la fille de Rigoletto. Donc si on veut mettre quelqu'un Balance ton porc, c'est vraiment lui qu'il faut dénoncer. Si on commence à lancer un balance ton porc historique, pardon, mais il n'y a plus d'opéra, il n'y a plus de littérature, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien. L'enlèvement des Sabines, franchement, c'est quand même... Non, le balance ton porc devrait remonter à 6 mois, parce que sinon, il y a trop de gens. On s'en sort pas. Et maintenant, on passe à la preuve par l'image. Alors, 2017 fut l'année du féminisme. Le mot a même été élu mot de l'année aux États-Unis. Et si un homme se faisait battre par une femme en pleine rue, comment réagirions-nous? Voilà. Pour le savoir, nos équipes ont commencé par aller battre le pavé en regard. Je voudrais prendre un cadeau pour... Oui, bah choisis ton cadeau. Eh mais putain, tu viens là, tu regardes, là il y a des livres, tu choisis un livre et t'y vas quoi. Je sais pas ce que je prends en fait. Mais putain, t'as pas un peu d'ambition dans ta vie? Un minimum d'ambition? Non, t'as pas d'ambition, t'as rien. T'as rien, t'as pas de thune, t'as pas d'ambition, t'as pas de personnalité, t'es... Hey. Allô, je te parle, putain, mais parle! On n'est peut-être pas obligé de participer en fait. Je vous avoue que vous allez peut-être... Bah en fait, on est dans un espace public, je peux parler... Là, vous êtes en train de le défoncer, le pauvre. Vous m'insultez? Je sais pas ce qu'il a fait. Non, c'est vous qui nous insultez. C'est juste respecter les autres. Effectivement, vous êtes dans un espace public. Mais je crois que nous, on n'est pas là pour ça en fait. Eh, décide un truc à un moment, décide un truc. Mais comme tu veux, je sais. Mais comme je veux, c'est toujours comme je veux, t'es chiant. Mais enfin, ça te va pas que ça soit comme tu veux en fait. Non, ça me va pas. J'aimerais qu'à un moment, une fois, tu prennes une décision. Asseyez-vous là et venez manger ici, c'est très bon. Allez. Mais je te parle comme je veux, putain. Aïe. Ce stress, je sais mais pas. Mais prends un truc. Je sais sérieux, pas. prends un truc. Ça? Mais me demande pas à moi. T'es un grand garçon, tu sais choisir un sandwich tout seul. Faut pas vous laisser faire, monsieur. Hein, un peu énervé votre copine là. Ça vous regarde, madame, ce qui se passe? Non, mais c'est gênant en fait. Là, ça fait juste 10 minutes que vous donnez un spectacle. Là. Vous imposez un spectacle est difficilement supportable. Je suis désolé, madame. Vous avez du mal à comprendre. Bah ouais, excuse-toi. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui le problème. Pardon? C'est vous qui êtes audieux, vous le savez d'ailleurs. Putain, tu me fais chier, hein. Putain, mais... Vous voulez être avec un gros débile comme ça? Non, tu restes là. Aïe. Tu fais ça maintenant. Doucement, madame, ça va pas quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez failli le faire tomber tranquille, non? Je sais pas. Ouais, mais c'est assez malaisant. Il y a des gens qui sont autour. Ouais, dis quelque chose, toi. Madame, en fait, quoi, ça va... Putain, mais dis quelque chose. Oh putain, tu me saoules. Qu'est-ce que vous faites avec une femme comme ça? Vous vous laissez battre par une femme, mais alors là... Elle est partie par où Courez derrière elle, elle est là. Courez. C'est un connard, là, celui. Mais attendez. Bah, le pauvre, quand même... Ils se disent que les femmes qui sont agressées. Regardez, il bouge pas. Putain, il est peut-être il a peur, en fait. Non, c'est un homme battu, ça se voit quand même. Il faut pas être con pour le comprendre. C'est la deuxième fois qu'elle est gifle. Elle a frappé déjà là dans le... De toutes ses... Oui. Et elle parle. Voilà. Merci à Camille Prioul, à Caroline Riche et à Fanny Pasco. Alors, Gilles William, vous vous étonnez qu'on ne parle jamais des hommes battus. Ah oui, parce que... Ben voilà, c'est fait. Je m'adresse à la féministe Roselyne Bachelot et je m'adresse aussi, à travers notre émission, à la ministre entre l'égalité des hommes et des femmes. Il y a 10% de la population qui sont d'hommes, qui sont victimes de violences conjugales ou qui meurent sous le coup de leur conjoint. Pour quelle raison? On n'en parle jamais. J'aimerais savoir pour quelle étrange raison. Alors, d'abord, les violences conjugales, effectivement, touchent
très minoritairement des hommes. Mais quand on regarde l'histoire des violences conjugales dont les hommes sont victimes, c'est en général qu'elles font suite à des violences conjugales massives qui ont frappé les femmes. Ah bon? Et que la violence des femmes est une réaction par rapport à la violence des hommes. Et que si vous voulez bien regarder un certain nombre de crimes commis... Alors, je vois Natacha qui a un doute, qui frise dans son regard, je la connais, comme si je l'avais fait, comme si elle était ma fille, elle en a l'âge. Il y a bien sûr des salopes. Hein. Les chiffres restent quand même que les violences conjugales sont majoritairement le fait des hommes. Moi, j'ai juste une question, Roselyne. On voit effectivement cette caméra cachée. Du coup, ça me fait réagir par rapport à ce qui se passe en ce moment. Balance ton porc, l'affaire Darmanin, l'affaire Hulot plus récemment. Quelle est votre position, vous, la féministe que je connais, sur tout ce phénomène qui mêle délation et en même temps libération de la parole des victimes? Moi, je pense que la libération la parole des victimes l'emporte sur toute autre considération et qu'on ne peut pas arguer de certains dérapages avérés ou qui seront peut-être avérés pour condamner un mouvement qui est absolument salutaire. Donc c'est pas grave d'accabler Hulot? Des innocents. L'affaire Hulot, par exemple. Tant pis s'il y a des Alors innocents. maintenant, dans le cas de l'affaire Nicolas Hulot, je pense que ce qu'a fait le journal L'Hebdo, à ce titre, n'est pas recevable. Bien. Maintenant, alors ensuite, on peut égrener les affaires. Non, mais j'en ai une, moi. La première affaire Balance ton porc, Roselyne Bachelot. La première affaire en France de Balance ton porc. L'affaire de Brion avec Equitia. Voilà, je vous pose en cas pratique. Est-ce que vous pensez vraiment que, comme le dit Sandra Muller, la prétendue victime, le fait de recevoir... T'as des gros seins, je vais te faire jouer toute la nuit. Le fait de recevoir dans le cadre d'une soirée à Cannes, bien arrosée, un SMS, c'est-à-dire qu'on connaissait son numéro de téléphone, par un type qui n'est pas son patron, qui n'a aucun rapport hiérarchique avec elle, qui lui explique « Tu as des gros seins, je vais te baiser toute la nuit. Je vais te faire jouir toute la nuit. Je vais te faire jouir toute la nuit. » Est-ce que le fait de, franchement, d'envoyer ça à une femme avec laquelle vous n'avez aucun rapport professionnel, c'est constitutif d'un traumatisme violent qui va la poursuivre toute la nuit? Très sincèrement. Toute sa vie, même. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas... on ne va pas aller dans des cas particuliers. C'est le premier Balance ton porc. C'est ce qui a lancé Balance ton porc à la française. Le mouvement qui consiste à avoir donné aux femmes un certain nombre d'outils médiatiques pour se défendre et porter cette question devant l'opinion publique, c'est important. Et ce que j'ai trouvé assez sympathique aux États-Unis, c'est que le mouvement a été lancé par des femmes qui étaient des actrices, qui étaient des intellectuelles, des puissantes. Et que ces femmes puissantes aient décidé financièrement d'aider des femmes qui n'avaient pas les moyens aux États-Unis, car les frais de justice sont extrêmement élevés, qui ont décidé de mettre de l'argent dans un fonds pour aider ces femmes, moi j'ai trouvé ça vraiment à saluer. France, est-ce que c'est possible, quand même, Roselyne, de prendre un peu de recul? J'ai l'impression que dans cette affaire, on est dans un système de victimisation générale, avec un rouleau compresseur qui avance, évidemment, il y a des tas d'innocents le rouleau compresseur, il a joué contre les femmes. Bien sûr, attends, je ne dis pas le contraire. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas le moment de dire, halte là, attends, prenons un peu de temps, regardons. On a l'impression d'une espèce de horde. Tu as employé le mot, moi, qui me choque, d'outils médiatiques. Parce que c'est vrai que s'il y a seulement des outils médiatiques, ça veut dire qu'il n'y a pas d'outils judiciaires et que finalement, on donne ça aux réseaux sociaux. On aurait aimé il y a 98% des plaintes pour violences sexuelles qui n'aboutissent pas. Est-ce que notre rôle, à nous qui avons la possibilité de parler dans les médias, c'est pas d'être à un moment donné aussi des vigies? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas inquiétant de voir certaines organisations féministes qui sont devenues de véritables lobbies extrêmement actifs et qui vivent financièrement de ce déclenchement d'une forme d'hystérie collective? Est-ce que c'est pas inquiétant de les entendre dire, par exemple comme Caroline de Haas cette semaine dans l'Obs, eh bien, il est démontré qu'une femme sur deux est victime de viol, d'agression ou de harcèlement, c'est-à-dire on met tout sur le même plan. Donc, logiquement, ça veut dire que un homme sur deux ou un homme sur trois est un prédateur. Ou j'ai entendu sur le même plan le viol et la petite drague. C'est ça, c'est honteux. Est-ce que c'est pas profondément angoissant? Et est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que nous disions que pour préserver la parole des femmes, il ne faut pas ces excès qui vont, à un moment donné, détruire ce mouvement démocratique? Tous les mouvements révolutionnaires, car
C'est une révolution qui est en train de se passer, que la libération de la parole des femmes. Révolution au sens premier du terme. Et tous les mouvements révolutionnaires ont entraîné des excès. Mais je suis persuadée que quand la balance va revenir là où elle doit être, c'est-à-dire de donner aux femmes les outils de se défendre, on ne reviendra pas à la situation. Ah non, c'est sûr, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est utile. C'est injuste à parler, et tant pis pour tous les innocents qui vont morts. C'est ce que j'allais dire, Roselyne. Parce que je ne suis pas de liberté pour les ennemis de la liberté. vertu et la terreur, hein. Roselyne, Le grand discours je de ne suis pas Saint-Just. pour le retour à l'ancien régime, mais pour autant, j'aurais aimé que quelques personnes puissent se dresser contre Robespierre. Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, ça fait mal. Roselyne Bachelot, merci. Merci d'avoir été avec nous. Alors, je répète qu'on retrouve Roselyne Bachelot aux côtés de Julien Arnaud et Natacha Polony tous les matins de 9h à midi sur LCI pour la République LCI. Et le 7 mars prochain, sur scène, pour une représentation exceptionnelle des monologues du vagin à Bobino avec Myriam El Khomri et Marlène Schiappa. Wow. Et maintenant, mesdames, messieurs, il est l'heure de changer de disque. On continue en musique. C'est le blind test de l'actu. Bon, vous connaissez le principe. Attention, musique. Oui, Jérôme, c'est moi. Jean Cahuzac. Cahuzac. Je suis toujours celui qui t'a aimé. Musique. Non, j'allais te dire du bien de toi. Johnny. Et la succession Johnny. La succession Johnny. Je dirais même que j'aime cogner. J'ai pas suivi, là. C'est un plaisir. Voilà, c'est bon le blues de temps en Ouais, temps. ouais, Qu'est-ce que j'aime le blues. Musique, ça c'est facile. La réforme du Ah oui, c'est Blanquer, le chouchou des médias. Tu me fais rire. Blanquer, Franchement, chouchou des parce médias. qu'elle répond dans la demi-seconde et toi... Oui, d'accord. Bon, musique. China Girl, la Chine. La Corée, non, Japon. La Chine, C'est Phnom Penh. les JO. Phnom Penh. Phnom Penh. Le nouvel an chinois. Les Jeux Olympiques. Ah putain. Quoi C'était quoi? Le nouvel an chinois. Le chien, l'année de chien. Comment tu les défonces? C'est grave. Ah, grave. Alors là, je vais dire... Mais à là, chaque c'est- semaine, elle nous défend. Ah, là, c'est Fanny, là. Je suis la seule qui écoute pas Nostalgie ici, c'est pour ça. C'est l'année de quoi? Du chien. Ah, c'est Du rat. L'année du porc. Du porc, ouais, c'est 4716, c'est l'année... Ils sont en retard sur vous. 4716. Ah là oui. C'est l'année du chien. Ils sont loin. Attention, musique. Dis, Natacha, tu brilles pas beaucoup, hein. Rougeole. Putain. Wouhou. T'as dit quoi? C'est la rougeole. La rougeole. Oh, la rougeole. Attends, excuse-moi. Allez. Attends. La rougeole est la maladie la plus indolore du monde. Oui. Ah, mais il y a une Alors femme donc qui est ta morte. réponse est fausse. Mais non, il y a une femme qui est morte. Il y a une femme qui est morte parce qu'elle a refusé. Mais elle est morte. Mais elle est morte sans souffrir. Attention, musique. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. C'est quelqu'un qui est mort. La rougeole. Darmanin. La maladie du légionnaire. Il y avait du soleil sur son front. Déon. Non, la réforme du militaire, là, le service militaire. Voilà, bravo, encore elle, putain. Elle oreillette. Non. Mais ça n'a aucun sens. Mais si. La Légion Je la étrangère, soupçonne. c'est Oui. volontaire, alors que là, c'est une conscription obligatoire. Oui. Je Ça n'a aucun soupçonne. sens. Mais il n'y a pas une réponse positive. Gilles William Cabot. Non. Non, mais j'en ai assez. William, comment... J'en ai assez. Comment t'expliques qu'elle gagne? Elle gagne en se trompant. L'autre, elle raconte malade. Ça, c'est fort. Jalousie. Ça, c'est fort. Attention, Surveille de près. musique. Non, là, c'est Jawad. Ouais. Il y a des choses avec lesquelles il y a de ne pas plaisanter non plus. C'est ça
Jawad, il a fait pareil que toi, là. Regarde, on dirait Jawad. On dirait Jawad. On dirait Jawad. Jawadette, Ah, non, la mais- Jawadette, la danse du Jawad, tu vois, comme ça. Musique. La lourde, la miraculeuse. Ah non, le lourde. film. Oh non, Dieu de quoi. Elle a gagné. Il répond pas, toi. C'est bug, hein. Elle est bonne. Elle est bonne. Attends. Ne m'aime pas. Franchement, Et voilà, cette semaine, c'est Bravo, donc Monia. Monia Cachemire qui remporte le Blind Test de l'actu. Ouais. Et maintenant, mes amis, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Bonsoir. Ça va, Tanguy? Mais oui, très bien. Et on commence avec le président Macron, hein, le gamin égotique qui se prend pour Dieu. Alors cette semaine, il a carrément sorti un clip à sa gloire. Hein. Lui, c'est Kim Jong-un avec une coiffure normale, comprenant ses meilleurs moments en vidéo. Il se kiffe tellement que pour la Saint-Valentin, il s'est offert à lui-même le cadeau qu'il avait prévu pour Brigitte. Un porte-jartel en dentelle, ça le sert un peu, mais il va s'y faire. Alors, dans la vidéo, et regardez, on le voit faire un hug à un migrant à Calais. Il est sensible et humain. Mauvaise technique, parce que le type voulait passer en Angleterre. Maintenant, il va rester, et c'est Colomb qui va devoir le virer. Or, l'autre a l'énergie d'une moule morte. On le voit avec Merkel, hein, le jour où, pour se saper, elle avait enfilé un chamallow. Il lui a dit, écoutez... We have to make it in 2 minutes. We have to make it in 2 minutes. On doit le faire en 2 minutes. Elle a répondu, bah dis donc, Mine Cochon, j'ai connu mieux, avant de réaliser qu'il parlait de la durée de la vidéo, bien sûr. Puis, on la voit, regardez, avec une fillette, il s'approche, hop là, bisous. Ensuite, avec une vache, hein, hop là, caresse. Il ne faut pas confondre les deux, sinon vous êtes Marc Dutroux. En fait, dès qu'il voit un être vivant, il le touche. Hein. Le soir, il caresse sa couette de lit et raconte sa journée aux acariens gars dessus. Le tout avec, mais une musique de super-héros, écoutez. C'est Emmanuel Macron. Il voit des ouvriers. Il est sexy, il est formidable, il est beau, on a envie de le prendre sauvagement. Pardon. Non mais, il a tellement le melon qu'il pourrait jouer au Racing Club de Cavaillon. C'est pas comme les ministres. Les ministres, eux, sont simples. C'est normal, personne ne les connaît, ils sont plus anonymes qu'un don de sperme. Édouard Philippe, premier d'entre eux, s'est rendu à Abu Dhabi, hein, où il a rencontré le prince héritier Mohamed bin Zayed, à qui il a serré la pogne 12 longues secondes. Hein. Plus le type en face a du blé, plus la poignée de main est longue. C'est vrai. S'il croise Philippe Poutou, il le check. Hein, wesh bro. Et il se casse. Hein. Voilà, il a parlé à des militaires. Hein, regardez, c'était le seul à pas être en treillis, comme quand vous allez dans un technival de punk à chien et que vous êtes le seul à pas avoir pris d'ecstasy. Alors il s'est tenu à 20 mètres d'eux. Puis, il a parlé à d'autres gens qu'il avait placés cette fois à 30 mètres. Soit il sentait très fort la sueur à cause de la chaleur d'Abu Dhabi, la même que celle du bassin de Francky-Vincent, soit ils étaient tous presbytes. Alors, il est allé au Louvre, Abu Dhabi, où un rayon de soleil est venu percer le plafond. Sans doute Dieu ou Macron qui passait au-dessus en ULM, c'est pareil. Philippe a vu des bronzes représentant Zaya et Clara Morgan dans leurs activités respectives. Puis il s'est dit, Doudou, t'es pas venu là pour tricoter des hijabs. Et il a écoulé 20 Airbus. Hein, à l'Élysée, il y a sa photo sous cadre avec écrit « Vendeur du mois ». Alors il a attendu derrière, bien sûr, que les grandes personnes concluent la vente, hein, comme un ficus poète. Alors sinon... Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a fait un discours habillé en bleu sur fond bleu. Une bonne idée. Hein. Elle a la même vie qu'un caméléon. Quand elle voit passer une mouche, elle la chope avec la langue. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, s'est vu remettre par Castaner un document de 11 pages. Donc, ils ont fait une cérémonie avec applause. Hein, une feuille de plus y tirait un feu d'artifice. Elle a le physique de Pierre Richard, mais elle se retrouve dans Ben-Hur. Annick Girardin, ministre de l'Outre-mer, a fait la soirée de l'Office franco-québécois. Alors, Girardin, c'est celle du milieu, puisque l'autre, c'est un caribou en peluche. Hein, ils sont en voie d'extinction, en vrai, hein, comme les saucisses
socialiste. Donc bientôt, il y aura peut-être la peluche Stéphane Le Foll. Hein. 1m90, vous la mettez dans votre lit, après il n'y a plus de place, il faut dormir par terre. Jean-Yves Le Drian, le ministre plus tristounet qu'une gastro pendant les fêtes, s'est rendu au JO de Pyeongchang et a salué nos athlètes qui étaient à 120 mètres de lui, comme Édouard Philippe à Abu Dhabi. Donc ils ne l'ont pas vu et il s'est senti seul et désemparé, ce qui lui faisait la même tête que quand il est heureux. Muriel Pénicaud, celle qui rit quand on l'acclame parce qu'elle tient un 4 feuilles, a aussi croisé des jeunes compagnons du devoir. Elle portait le petit haut le plus bizarre de l'histoire du textile. On dirait qu'elle s'est fait harakiri et que ses tripes sont bleues, comme une sèche éclatée en deux sur la criée à Concarneau. Enfin, Gérard Collomb, le stégosaure d'En Marche, a croisé une policière avec une tablette. Il n'a pas compris ce qu'était cette machine à diffuser des images qui bougent et s'est donc concentré sur la casquette de la dame. Ça, il connaît, il en a vu une en 78 dans un épisode d'Arnold et Willy sur TF1. Allez, on part à gauche. Avec une spéciale poêle, puisqu'ils sont tous partis en camping chez les zadistes d'Ecati de Notre-Dame-des-Landes. Alors, on a vu José Bové en bonnet avec son nouveau t-shirt. Christina Cordula est tombée sur cette photo et il est immédiatement décédé. Son corps repose dans le magasin Prada, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. On a vu Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, à gauche, avec Monique, son unique fan, qui le bouffait des yeux comme si c'était un plat de quinoa bio et équitable. On a vu Noël Mamère. On a vu Noël Mamère, le seul écolo à se saper comme un chasseur bourré. À un côté, Louis Labrocante, niveau look, c'était Christian Dior. En fait, il vit dans une dimension parallèle. Il est en 1959 s'il avait été élevé par les animaux du bocage. Puis, les zadistes ont construit une énorme salamandre sous poppers qu'ils ont fait défiler. Et aussi un crocodile à la con géant. Enfin, ils ont vraiment rien à foutre. Donc là, ils bossent sur un pou de 12 mètres de haut. Ils ont fouillé sur eux-mêmes pour trouver le modèle. Enfin, ils ont posé pour la photo de famille avec Victor Lanoux, les sœurs Mimosa et l'unique adhérent d'Europe Écologie Les Verts qui avait un drapeau. Chouette famille. En tout cas, si on n'est pas invité au repas du dimanche, bien sûr. Alors, Anne Hidalgo, qui elle aussi est à la tête d'une ZAD, celle de Paris, c'est dégueu, il y a des bêtes. Eh bien, elle fêtait le nouvel an vietnamien. Elle fait le nouvel an de chaque pays, ce qui fait qu'elle est toute l'année à 2 grammes. Et elle a même filmé la danse de la licorne. C'est des anciens de Notre-Dame-des-Landes qui ne savaient pas quoi foutre de leur costume de dragon. Alors c'est très fort, il y a des couleurs, c'est hallucinant. Enfin, même vous, Thierry, à l'époque où vous preniez des substances, vous n'avez pas vu de choses comme ça. Jamais. À gauche, toujours, Jack Lang, Ramsès XII, a fait une conférence sur le digital. Alors lui, il a tout connu, les débuts de l'imprimerie, l'apparition du premier journal, maintenant le numérique. Dans 30 ans, il communiquera par télépathie avec des robots. Les Insoumis, eux, ont manifesté contre Apple. Je sais pas, ça doit être des pro-Samsung. Avec des soldats de l'Empire intergalactique et même Chewbacca, qui a sa carte à la France insoumise. En fait, sa carrière à Hollywood, c'est de l'entrisme. Il fait sa place et un jour, on va retrouver Mélenchon au pieu avec Bridget Jones. Le nouveau nom de la Révolution, c'est Carnaval de Dunkerque. Et c'est super. Allez, on part à droite. Avec Laurent Wauquiez qui a reçu son premier Tintin en arménien. Ça y est, Madénian va voter républicain. Enfin, un comique de droite. Il n'y en avait pas eu depuis Christian Estrosi. À noter que la dame à gauche soit déteste Tintin, soit déteste Wauquiez, mais quand on fait cette tête, l'étape suivante, c'est qu'on vomit. Nicolas Sarkozy, lui, avait envie d'être discret. Il est donc passé cette semaine sur Public Sénat, où il devait présenter ses 4 livres préférés. Donc La flûte à 6 schtroumpfs, Vrahan et 2 autres, que la chaîne lui a pris avant de les remplacer par un Albert Camus et un Stendhal, le nouveau, a-t-il précisé. Et puis, Jean-François Copé, afin de survivre et rester propre, s'est mis au synthé et joue dans des caves de banlieue. C'est le Jean-Michel Jarre Low-Cost, le Céron de la Dèche. Il a ouvert une cagnotte Litchi. S'il y a suffisamment d'argent, il arrête. Enfin, international.
Avec Christine Lagarde, hein, la boss du FMI, qui est allée à Dubaï discuter d'argent. Il n'y a que ça à faire là-bas. Avec ses sbires cravatés. C'était la team mocassin à gland contre la team sandales et pieds qui puent. Alors, elle a aussi rencontré le président de la Banque centrale d'Oman. Un type inquiétant dans la mesure où il se déplace avec à la ceinture un grand couteau et une boîte de Kleenex. Les deux objets les moins rassurants quand on est seul avec un inconnu. Hein? Hannibal Lecter à côté, on a envie de l'emmener à Center Park. Enfin, je veux dire, c'est aussi effrayant que de se retrouver à Notre-Dame-des-Landes quand on est imberbe et qu'on déteste les sauterelles de 120 mètres de long. Salut les terriens! Ouais, bravo! C'était Tanguy Bastion. On retrouve ici la semaine prochaine. C'est la danse des mots. Danse des mots. C'est la danse des mots. Hop. Et maintenant, on recommence à jouer. La semaine dernière, c'est Tom Villa qui a gagné. Qui remportera l'ours rouge cette semaine? That is the question. C'est le winner de l'actu. Attention, quelle prestation médicale gratuite Facebook et Apple proposent-ils à leurs ingénieurs? Un masseur disponible 24/24/7/7. Le déblocage de tous les niveaux de Candy Crush. La congélation de leurs ovocytes. Ou la mise à disposition d'une fairy room pour déstresser. La congélation d'ovocytes. Oui, absolument, on le savait. Ah, c'est pas juste! J'appuie aussi, merde! Attention. Qui était chez Michou le 3 février dernier? Ça, je sais ça. Nicolas Hulot, Gérald Darmanin, Jean-Marie Le Pen ou Natacha Polony? Oh, c'est pas juste, la merde! Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. C'était dans les journaux. Non, mais ça va pas, ça. Ce qui est très Ça drôle. ne va pas, parce que Natacha Polony, elle sait qu'elle n'y était pas. Donc elle est favorisée quand même. Ça va. Je refuse la question. Alors, Le Pen était poursuivi donc, pour provocation à la haine et injure publique envers les homos pour avoir dit « La pédophilie a trouvé ses lettres de noblesse dans l'exaltation de l'homosexualité ». Et voici pas qui va chez Michou. Parce qu'il est homosexuel, Michou. Attention, qui a peint cette œuvre? Rembrandt, Watteau, une intelligence artificielle, un homme-tronc aveugle ou le prince de Ligne? Qui joue à deux. L'intelligence artificielle. Richard. Alors, je vais vous dire le nom de l'artiste. Vas-y. M-I-N, G majuscule, / à l'envers, Max D. C'est un Israélite. Quelle est la spécificité de cette île finlandaise? Elle aura disparu dans 5 ans. Elle est peuplée de centaines de milliers de serpents. Elle va bientôt être rattachée au territoire allemand, où elle est réservée aux femmes. Réservé aux femmes? Oui. Alors, c'est une milliardaire finlandaise. L'île s'appelle Super She Island. Et donc, les femmes peuvent aller en vacances là-bas entre elles. On voit, c'est bien rangé, Alors, ça se voit. Alors, attention, là, c'est la minute du mal humour, épilé, hein, mais quand faites même. attention que ça ne finisse pas comme ça en France. C'était vu la chaîne. Quelle nouvelle version du célèbre jeu Monopoly va bientôt être disponible à la vente? Monopoly PSG, dans lequel rien ne coûte moins d'1 million d'euros. Le Bobopoly, qui est le Monopoly pour les bobos parisiens. Le Monopoly spécial tricheur. Ou le Monopoly La Courneuve, avec possibilité d'acheter des places de deal. Tricheur. Spécial tricheur. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, ça permet de sauter une case, de changer un hôtel de place, de voler quelques billets, enfin comme dans la vraie vie, finalement. Non, disons qu'on a le droit de le faire si on ne se fait pas choper. C'est ça le principe Comme du dans jeu. la vraie vie. Ah ouais. Voilà. Qui gagne l'ours rouge cette semaine? Monia. Monia. Wow. Attends, j'ai partagé avec toi. Il faut lui donner. J'ai un aveu à faire quand même. J'ai triché. C'est lui qui m'a aidé tout le long.
Non, c'est pas grave. Elle tapait n'importe quoi et elle Il me ne dit faut c'est quoi pas maintenant Alors c'est annulé. Enlève Je l'étiquette. travaille. C'est annulé. Annulé. Non, mais. Mais Non, non, j'avoue. c'est annulé. Oui, mais attends, c'est Elle a- comme Monopoly. elle a c'est tant qu'on avoué, se fait tout pas le monde est rigoler. fou. Non, non. Je me suis pas fait Ouais, c'est pas fait gauler en même temps. Je me suis pas fait Non, c'est rigoler. pas le jeu, je- c'est des tricheurs. Voilà. Allez, bravo. Voilà, c'était les Terriens du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer bien sûr par Stéphane Simon. À samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.